Et la rentrée. Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode d'Il était une suite qui est aussi le premier épisode de la 2e saison de ce podcast. Youhou Youhou. Un podcast qui entend revoir et interroger les suites des films Disney dans une perspective féministe, queer et gender. Je suis Fanny Van Exar. Et je suis Jeanne Modou et nous sommes deux chercheuses en littérature et en études cinématographiques. Un grand merci renouvelé à notre monteur et génie technique / professeur pour son aide précieuse. Top Mickey ? Top Mickey. Je parcours les villes et les continents à bord de mon joli petit train. Je le fais toujours en chantant. Je trouve ça plus amusant. On vous rappelle que vous pouvez retrouver des infos et des bonus sur le compte Instagram du podcast @ilétait-une-suite_podcast. Et j'ai réussi à dire underscore. Bravo. Restez bien connectés sur le compte Instagram puisqu'il y aura du changement pour cette 2e saison. Oui. C'est un petit teasing orné de paillettes et de poussière de fée. Mais c'est un secret. Chut. Alors aujourd'hui, c'est vous, chers auditeurs et auditrices, que l'on remercie pour avoir voté pour qu'on s'intéresse au 18e long métrage d'animation des studios Disney, soit Les Aventures de Peter Pan, qui est sorti en salle en 1953, et sa suite, Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire, sorti lui aussi en salle en 2002. Donc sur Disney+, les tags sont ceux d'action et aventure, animation, et ce sont donc, on le comprend maintenant depuis le temps qu'on fait ce petit exercice, que ce sont des tags qu'on a appris à décrypter comme plutôt orientés vers un public de garçons. Peter Pan, premier opus, fait partie de l'âge d'or des studios Disney. C'est un énorme succès en salle à sa sortie, que ce soit aux États-Unis comme en France, avec un budget de 4 millions de dollars. Le film en rapporte environ 87 millions. Beaucoup d'argent. Cette suite tardive, donc Peter Pan 2, sortie 50 ans plus tard, est l'une des rares suites à être d'abord sortie au cinéma. Si vous êtes un familier ou une familière de notre podcast, vous le savez déjà, les studios Disney lancent dès les années 90 une politique de suite pour ses principaux classiques d'animation, initialement conçus pour une sortie en vidéo uniquement. Donc moins de budget, avec une production plus rapide et en 2 mots, une occasion souvent bâclée d'amasser de l'argent à moindre effort, malheureusement. Et l'accueil critique pour ces suites est globalement mitigé, la plupart étant considérés comme des énormes flops. Insert son ouin, ouin, ouin. Donc là, pour cette suite de Peter Pan, avec cette grande sortie en grande pompe au cinéma, on ose espérer que la qualité sera au rendez-vous. On croise les doigts. Fanny croise les doigts, vous ne le voyez pas, mais croisez-moi. Disney n'aurait quand même pas pris le risque de faire un échec commercial avant même un passage sur le marché vidéo, non ? Enfin, on croise les doigts ou les crochets, comme vous voulez. Fanny mime des crochets. C'est l'épisode de toutes les charades. Peux-tu lancer cette pierre? Je ferai 3 ricochets. Oses-tu explorer cette grotte? J'irai même en pleine nuit. Mais si tu paniques... Tous mes amis. Cousez bien vos ombres à vos pieds, saupoudrez le tout d'un peu de poussière de fée. On s'envole toutes et tous pour le pays imaginaire. Dans ce premier segment, intitulé Première rencontre, on trace nos souvenirs sur une carte au trésor un peu froissée, à la recherche de sirènes, de garçons perdus et de crocodiles. Tic-tac, tic-tac. On vous raconte comment ce film et sa suite ont fait irruption dans nos vies d'enfants, puis d'adultes. Burk les adultes. Et comme toujours, on les hisse dans notre classement de maison que l'on remplit gentiment d'épisode en épisode. Et d'ailleurs, faudrait bientôt penser à publier notre tier list officielle sur le compte Insta. Jeanne mime le oui. Alors, pour ma part, j'ai sûrement vu et revu jusqu'à plus soif le premier épisode, le premier opus de Peter Pan étant enfant, parce que je me rappelais de beaucoup de scènes et de détails très très précis en le revoyant là pour le podcast. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir, il faut le dire, encore une fois. J'adore particulièrement Nana, la bonne des enfants sous forme canine.
j'étais et je suis à chaque fois trop triste quand on la voit ranger la chambre des enfants au début du film et que tous ses efforts sont systématiquement détruits par les enfants, mais aussi par le père de famille qui la rabroue tout le temps alors qu'elle essaye juste de mettre un peu d'ordre dans cette chambre et notamment dans une tour de plot. J'adorais encore plus ce petit quart d'heure cartoon des familles quand le bon George, aka le père de famille, se prend les pieds dans le chien, puis dans les plots, puis dans tous les jouets qui sont au sol. Et se retrouvant ainsi par terre, toute sa petite famille se précipite, on pense pour lui, mais non, en fait, ils veulent juste consoler la pauvre Nana. Pauvre Nana. C'est tellement drôle. Et je passais très vite des rires aux larmes pendant toute cette séquence un peu de présentation des personnages, avec cette chienne Nana obligée de quitter ses petits protégés chéris quand il s'envole enfin avec Peter Pan et qu'elle ne peut pas s'envoler parce qu'elle est attachée à un arbre, trop triste. Oui, c'était sa punition, hein. Elle a été mise dehors dans le froid londonien. C'est la vieille époque du dressage de chiens. Je me rappelle aussi qu'enfant, j'étais facilement attendrissable. Je n'avais pas trouvé d'autres mots, mais je ne sais pas si ça se dit. On l'accepte. Par les chiens dans les dessins animés, bien plus que par les chats d'ailleurs. Et je pense que c'était parce que je ne pouvais pas en adopter à l'époque, à mon grand regret, à cause de mon frère, le méchant, qui était allergique aux poils de chien. Mais depuis, je me suis bien rattrapée à ce niveau, ne vous inquiétez pas. Vraiment, là, c'est une petite tacle gratuite pour ton frère, quoi. Oui, mais toujours. Faut toujours bien le remettre à sa place. J'ai par contre aucun souvenir du 2. Je pense que je l'avais pas du tout vu avant la préparation de cet épisode. Mais c'est définitivement le live action de 2003, donc Peter Pan de P.G. Hogan, qui éclipse toutes les autres adaptations de ma mémoire. J'ai eu mes premiers émois à 9 ans pour Jeremy Sumpter, et je pense que je suis de loin pas la seule. À cette époque, c'était lui et River Phoenix en jeune Indiana Jones qui faisait chavirer mon petit cœur de mini-mof. C'est presque trop d'informations, mais c'est ça qu'on veut. Bon, pour ma part, j'ai même pas eu besoin de revoir Peter Pan premier du nom, parce que je l'avais déjà tellement regardé avec mon frère et ma sœur en étant enfant, mais surtout, j'ai eu une grosse période obsessionnelle de mes 17-18 ans à mes 25-26 ans, je dirais. J'ai donc bien joué aux enfants perdus avec ma propre fratrie. Et on sautait sur les lits comme Michel et Jean pour essayer de s'envoler, par exemple, parce que on essaye. Vraiment, on perd rien à essayer. Dans le doute. Dans le doute. On sait jamais. Et puis, une fois adulte, j'ai bien évidemment dépensé tous mes sous-sous en merch en tout genre. Et à l'âge qu'on dirait adulte, j'ai bien sûr eu une peluche Peter. C'était une poupée peluche, presque la même que Jeanne en fait, mais en plus industrielle. Une peluche du Croco, même que quand on lui appuyait sur sa patte, ça faisait le bruit du réveil. Wow. C'était un délire. Et quelques exemplaires des poupées façon Barbie de Clochette, avec son ami Noah dans la franchise des films Clochette. Parce que du coup, c'était celle qui était habillée tout en orange. J'étais dans ma phase obsessionnelle du orange aussi. On dira rien. Et j'ai d'ailleurs vu Clochette et la Fée Pirate à sa sortie au cinéma avec mon amie Adèle. Coucou Adèle. Et j'y ai même traîné notre génie technique en guise de deuxième date. Il savait dans quoi il s'embarquait. Il pensait sans doute pas que toutes ces années après, je leur parlerais dans un micro. Mais c'est pas grave. Je suis donc tout à fait biaisée pour cet épisode. Je garde en effet une tendresse toute particulière pour le film Peter Pan, même si j'ai appris à y voir tous ses défauts, toutes ses problématiques, et notamment dans ses représentations racistes. J'admets aussi que j'étais peut-être un peu tiraillée à l'époque à l'époque de quand j'étais petite, par la différence de traitement entre les filles et les garçons au pays imaginaire. J'adorais d'un côté que Wendy soit conteuse et maternelle, mais j'aurais voulu aussi qu'elle puisse faire partie intégrante de la troupe, partager leur jeu au lieu d'en être systématiquement, radicalement exclue. Et notamment dans la séquence soirée chez les Indiens, on met tous les R guillemets du monde là, où elle rentre seule. Donc désolé pour le titre de cette séquence, mais je sais pas comment le dire autrement. C'est cette soirée où ça se passe dans la tribu et on lui dit de rentrer chez elle parce que c'est la femme du groupe, quoi. Et avec des mots d'adulte et de féministe, je comprends donc rétrospectivement qu'elle était irrémédiablement ramenée à une domesticité et à une maternité qu'elle ne pouvait en aucun cas transgresser.
Et donc, forte de cette passion dévorante pour le premier opus, j'avais évidemment vu le second, suffisamment pour connaître quelques répliques qui m'avaient marqué. Et je dois avouer que, ayant lu la pièce de Barry, je trouvais que cette suite n'était pas si déconnante par rapport à d'autres suites sans queue ni tête dont on a pu parler et dont on parlera encore. Et je pense que le personnage de Jeanne rapiéçait à quelques endroits les torts qui avaient été faits à Wendy dans le premier. Mais on en reparle plus longuement tout de suite. Ouais. C'est cette deuxième étoile à droite au fond du ciel. On reprend notre souffle pour notre deuxième segment intitulé Formule magique. C'est le moment idéal pour se poser sur un nuage avant de filer vers de folles aventures en terre féministe et queer. Juste le temps de vous servir un petit résumé maison du premier film et de sa suite, histoire de ne pas perdre le cap. Donc, Les Aventures de Peter Pan est une adaptation d'une pièce mise en scène en 1904, puis réécrite sous forme de roman en 1911 par l'écrivain écossais James Matthew Barrie. La véritable histoire de Peter Pan, donc celle écrite par Barrie, est celle d'un enfant qui ne veut pas grandir et qui récupère les enfants morts, tombés du berceau ou abandonnés, pour les envoyer à Neverland, donc le pays de jamais pour les non-bilingues au fond de la classe. Dans cette version originale, il est bien question d'emmener les enfants à Neverland. Cependant, l'île n'a rien de paradisiaque, tout y est menaçant et dangereux pour les enfants, à commencer par Peter Pan lui-même. En effet, Peter Pan n'hésite pas à assassiner les enfants perdus dès que ceux-ci deviennent adultes. Bon délire. Quick, quick. Peter Pan fait en outre tout son possible pour tuer un max d'adultes, en mettant à exécution la légende insulaire qui voudrait qu'un adulte meure à chaque respiration. Ce personnage, donc, loin d'être un enfant de cœur, est habité par une haine profonde des adultes. Sans compassion et égoïste, Peter Pan tue sans remords, car pour lui, tous les enfants se ressemblent et sont interchangeables. Il a en plus d'être un sacré phénomène, hein, dirons-nous, Sacré loustique. un sacré loulou, il a en plus perdu la notion du temps depuis qu'il vit sur l'île de Neverland, où il est prisonnier depuis des années. Il finit donc par oublier les premiers enfants amenés sur l'île et oubliera même la fée Clochette ou encore Wendy. Barrie n'a eu de cesse de réécrire cette même histoire en boucle et en effet il passe sa vie à écrire des livres autour de ce sujet avec les mêmes personnages pour un total de quasiment une dizaine de réécritures, des alphabets, des scénarios et d'autres versions du roman plus édulcorées. Certains et certaines y voient une obsession liée à la mort de son frère David, décédé alors que James n'avait que 7 ans. Un événement qui l'a profondément marqué puisque David était l'enfant préféré de sa mère. James aurait toute sa vie cherché à remplacer ce frère disparu qui laissa un grand vide derrière lui, surtout dans le cœur de sa mère. Mommy issues, hello. Et la légende veut que la croissance du petit James s'est arrêtée autour de 1,50 m à cause justement de ce traumatisme. Donc il y avait tous les ingrédients pour en faire une super histoire d'horreur. C'est clair. Et c'est Disney qui a dit on va en faire un film pour enfants. Donc revenons-en à nos enfants perdus. Peter Pan 1 raconte les aventures non pas exclusivement du Peter Pan du titre, mais aussi de Wendy Darling et de ses deux frères Jean et Michel. Oui, ils ont osé, hein, puisque dans la VO c'est John and Michael. Donc les enfants Darling vivent à Londres, dans une chambre qui sert de théâtre à leurs aventures, et où Wendy conte chaque soir à ses frères des histoires sur Peter Pan, l'enfant qui ne grandit jamais et qui vit au pays imaginaire. Une nuit, Peter Pan lui-même, accompagné de sa fidèle fée Clochette, vient récupérer son ombre perdu une autre nuit et qui a été volé par Nana, la chienne protectrice des enfants. Le narrateur nous informe dès les premières minutes du film que cette famille a été choisie par Peter car les enfants croient en lui. Le melon qui doit se taper. Il vient écouter ses propres histoires. Rien que ça. Lorsque Peter apprend que Wendy est vouée à grandir, parce que notamment son père, le bon George Darling, qu'on adore, lui a donné l'ordre de ne plus farcir la tête de ses frères, les joyaux de la couronne, avec des histoires ridicules, et qu'il souhaite qu'elle ne partage du coup plus la chambre d'enfant avec eux, Peter invite donc Wendy, Jean et Michel
à voler avec lui jusqu'au pays imaginaire. La localisation précise pour celles et ceux que ça intéresserait, pourquoi pas pour de futures vacances les pieds dans l'eau, c'est 2e étoile à droite, puis tout droit jusqu'au matin. Là-bas, il découvre un monde magique peuplé de sirènes, d'Indiens, et on mettra des guillemets à chaque fois, ça fait partie des problèmes de ce film, on y revient, et de pirates sous les ordres et le joug du capitaine Crochet qui cherche à se venger de Peter Pan pour avoir jeté sa main en pâture au crocodile Tic Tac. Et son nom, Tic Tac, vient tout simplement du fait qu'il se déplace en faisant le bruit d'un réveil matin qu'il a préalablement avalé. Peter et ses amis, les enfants perdus, doivent faire face aux nombreuses ruses de Crochet. Et dans le film, on assiste au moment où le grand méchant pirate capture notamment Lily la tigresse, la fille du chef de la tribu native, en se faisant passer pour Peter. Les enfants perdus placés sur un bûcher seront brûlés vifs si Lily la tigresse, j'arrive pas à le dire non plus tellement que c'est problématique, n'est pas retrouvée avant le coucher du soleil. Monsieur Mouche et le capitaine Crochet de leur côté emmènent donc Lily au rocher du crâne. Crochet tente de la faire parler alors que Lily est ligotée à une ancre, mais elle refuse de dévoiler le repère de Peter. La fée Clochette, jalouse maladive de Wendy, finit par aider malgré elle le capitaine en lui livrant le repère de Peter Pan situé dans l'arbre du pendu, mais se rattrape in extremis en sauvant Peter d'une bombe à retardement envoyée par Crochet sous la forme d'un cadeau empoisonné. Dans un combat final épique sur le navire pirate, Jolly Roger de son petit nom, Peter Pan réussit à vaincre Crochet, l'envoie à la mer où le crocodile le poursuit indéfiniment. Les Darlings rentrent ensuite chez eux, à bord du bateau pirate devenu volant grâce à la poudre de fée, avec le souvenir de cette belle aventure bien ancrée dans la tête. Une fois rentrée, Wendy, seule encore réveillée après le départ de Peter Pan, confie à ses parents l'aventure incroyable qu'elle vient de vivre et leur affirme qu'elle accepte désormais de devenir une adulte bien comme il faut. Ensemble, donc Wendy avec ses parents lève les yeux vers la fenêtre, observant dans le ciel la silhouette d'un navire, ce qui ravive chez George Darling de lointains souvenirs d'enfance. Petit coquin va. Ça lui rappelle sûrement de bonnes aventures de jeunesse, tout ça. Ouais, en fait, c'est un truc, c'est génétique, quoi. Mais c'est bien peut-être aussi de souligner que c'est quand même un très bel hommage à l'art du contage. Ouais. Toute la féerie qui peut découler des histoires du soir. Et tu disais que justement Wendy était amenée à changer de chambre parce qu'elle devenait trop âgée et pour ne pas farcir la tête de ses frères de sornettes. Et d'ailleurs, on remercie George Darling d'avoir inculqué le terme de billevesée à toutes des générations d'enfants. Mais c'est pas le fait qu'elle ait ses règles le problème, c'est vraiment le fait qu'elle raconte des histoires. Donc c'est un pouvoir éminemment problématique de la part d'un personnage masculin que de savoir raconter des histoires et d'emmener vers le merveilleux et le féerique. Ouais. Voilà. Peter Pan 2, maintenant, se passe durant la Seconde Guerre mondiale à Londres. Changement de décor, changement d'ambiance. Wendy Darling est maintenant adulte et mère de 2 enfants, Jeanne et Danny. Son mari vient de partir au front et Jeanne, l'aînée, a perdu foi en toutes les histoires merveilleuses que lui racontait sa mère. Une nuit, le capitaine Crochet et sa belle bande de joyeux pirates débarquent à Londres et, quiproquo, enlèvent Jeanne en pensant qu'il s'agit en fait de Wendy. Mouah, mouah. Au pays imaginaire, Peter et la fée Clochette sauvent Jeanne des griffes et du crochet des vilains pirates mal rasés, mais la jeune fille, profondément rationnelle et sceptique, refuse encore de croire à la magie et aux histoires. Et pour rentrer chez elle, elle devra donc, fais-nous le topo, Jeanne. Petit 1, apprendre à voler. Et on sait depuis le 1 que pour voler, il faut être capable de rêver d'aventure. Donc se laisser aller à la rêverie, croire, to believe, believed, believing. Ce que Manque de peau refuse précisément de faire la Jeannette la rebelle. Et petit 2, aider Peter et les garçons perdus à sauver Clochette, dont la lumière s'est éteinte à cause du manque de foi, justement, de Jeanne. En plus, il y a quand même un truc un peu lourdingue dans ce 2 déjà, qui est dans cette répétition de « il faut la foi, la confiance et la poussière de fée ouais. Ce qui n'était pas aussi souvent assoné dans le 1. C'était pas martelé autant. Ouais. Dans le 1, on nous disait que tout ce qu'il fallait, c'était rêver d'aventure. Oui. Il fallait rêver d'aventure
Et ça nous permettait de croire aux fées et de nous rendre poreux à la poussière de fée. Et là, il y a cette histoire de foi, confiance, poussière de fée. Donc la poussière de fée, c'est l'ingrédient concret, mais il y a un truc un peu mystique qui se passe déjà et qui est un peu... tu vois, on peut ouvrir une secte avec des propos pareils. C'est clair. Et side note, pourquoi est-ce qu'on franciserait Jeanne, Michel et Jean alors qu'on n'a pas francisé Peter? Parce que franchement, il y avait un délire avec Pierre Pan à faire. Tu vois? Pierre Pan et le retour au pays imaginaire. Ouais, je suis pas convaincue. Alors, la classique, petit point voix de doublage de Jeanne. C'est Hervé Ray qui prête sa voix à Peter Pan dans le deuxième doublage de Peter Pan 1, donc c'est le deuxième doublage qui a eu lieu en 1992, et dans Peter Pan 2, alors qu'il est déjà bien dans sa vingtaine. Hervé Ray, c'est la voix officielle de Porcinet dès les années 2000, pour celles et ceux qui veulent un peu étaler leur science au repas de famille. Et dans la version originale du 1, Peter et Wendy étaient doublés par deux adolescents, Bobby Driscoll et Catherine Beaumont, ce que la version française ne reproduit pas du tout, puisque c'est systématiquement des adultes, et plutôt des adultes bien adultes, qui prêtent leur voix à ces personnages d'enfants. Un pays où l'on ne grandit jamais, donc, pris au pied de la lettre pour la version française. Là où le personnage de Peter Pan est historiquement interprété par des femmes adultes dans les représentations théâtrales de l'œuvre de Barry, notamment pour préserver cet aspect plus juvénile et une voix qui n'aurait pas mué. Patrick Dosier interprète Mouche dans le 2, remplaçant Camille Guérini du 1. Et ils ont quand même fait la prouesse technique de trouver un acteur de doublage qui ressemble physiquement comme 2 gouttes d'eau au personnage de Mouche, avec option petites lunettes rondes et larges oreilles. Je vous laisserai faire la recherche Google à vos heures perdues. Et ce bon monsieur Dosier double aussi Hermès dans Hercule et Léonard Nimoy dans Futurama. Dans Hermès porte aussi des lunettes. Ah. Je pense qu'il y a un truc, ils ont cherché à chaque fois. Alors, je peux pas parler de Léonard Nimoy, mais... Peut-être c'est lui qui n'accepte que les rôles avec des à lunettes. Personnages à lunettes. ça ajoute à sa tessiture de voix, je pense. Autre info cocasse que je trouvais cocasse, c'est Bénédicte Lécroard qui a enregistré la voix chantée de Wendy dans le deuxième doublage du 1, remplaçant ainsi Mathé Alteri. Et Lécroard, c'est la voix officielle chantée et parlée de Belle dans La Belle et la Bête, sortie 1 an auparavant, donc 1 an avant ce deuxième doublage du 1. Et je trouve que c'est un choix assez sensé, étant donné que le caractère design de Belle est assez proche, n'empêche, de celui de Wendy. C'est une beauté peut-être un peu moins dans les canons de la bimbo des années 50, comme une Cendrillon par exemple, moins hyper sexualisée, plus juvénile, naïve et avec ce petit côté qu'on aime bien, intello. Mais quand même pas le même délire, parce que Belle est vendue quand même comme étant une jeune fille désirable, là où Wendy... S'il y a histoire d'amour avec Peter Pan, ce qu'on regrette quand même. Clairement. On regrette. C'est quand même une histoire d'amour entre deux enfants, là où Belle et la Bête, c'est quand même des histoires vendues comme hétéro-adultes, quoi. Oui, c'est vrai. Même si elle doit avoir 15 ans à tout péter, hein, Belle, mais... Ouais, non, c'est clair. Bon. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même pas vendu de la même façon. Ouais, non, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ouais. Et puis, la petite Jeannette, donc la fille de Wendy dans le 2, elle est doublée par Noémie Orphelin, qui est la voix française officielle de Kristen Stewart depuis la saga Twilight. Et ce crossover d'une vampire mal dans sa peau au pays imaginaire me faisait beaucoup rire. Donc voilà, c'est tout. Il faudrait qu'elle se cache de la lune géante du pays imaginaire pour ne pas... Ah, une galère, hein. C'est haut, un nouveau plan pour capturer ce Peter Pan. C'est le grand capitaine Crochet. Ouais, qui a pensé à ce crime parfait. On poursuit l'aventure avec Péripéties. C'est notre survol critique à travers les paysages luxuriants de l'intrigue, séquence après séquence. C'est le plus long de nos 4 segments, une véritable expédition à lui tout seul, où l'on analyse les éléments structurants de cette suite avec un regard féministe, gender et queer.
C'est l'occasion que j'attendais depuis presque le lancement de ce podcast, rien que ça, pour rendre un petit hommage à Mary Blair, qui est une artiste aquarelliste américaine qui a commencé à travailler pour les studios Disney en 1940, avant d'être promue directrice artistique entre 1950 et 1953, dans un milieu professionnel et des équipes artistiques donc qui, on le répète jusqu'à épuisement à l'époque et encore aujourd'hui, est largement dominé par des hommes. Dans son palmarès, on peut citer qu'elle a travaillé sur la séquence Baby Ballet pour la seconde version abandonnée de Fantasia, malheureusement, puisqu'abandonnée. Et ça, c'était sa toute première contribution chez Disney. Et elle a ensuite réalisé de nombreuses aquarelles de recherche pour La Belle et le Clochard et des dessins pour Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, La Belle au Bois dormant et bien sûr Peter Pan 1. Si sa vie et son œuvre vous intéressent et que vous souhaitez en découvrir un petit peu plus à son sujet, je vous recommande d'écouter le podcast Pull the Yellow Strap, qui, contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, c'est un podcast francophone, qui a produit un court épisode, le 5e, sur Mary Blair. On mettra les références à la suite de la description textuelle du podcast. Ce second opus s'ouvre en mode flashback dans les nuages avec la fée Clochette qui éclaire en arrière-plan les silhouettes des principaux héros du premier opus et leurs principaux faits d'armes comme un genre de théâtre d'ombre, ce qui constitue peut-être la première ressemblance avec le livre de la jungle 2 sorti un an plus tard. Psst. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez écouter le 6e épisode de notre podcast. Et oh waouh, le nuage 3D qui pivote latéralement, je ne m'y attendais pas. Donc ok, le théâtre d'ombre avec les enfants volants, le réveil tic-tac, le totem en nuage, les enfants perdus. Tout élément visuel est accompagné par sa petite mélodie symptomatique qui est vraiment associée en nous depuis les 50 ans qui se sont écoulés entre le premier opus et le second. Donc le générique fait bien un effet retour sur tout ce qui a été accompli et montre bien qu'il y a une filiation qui se met en place. Et c'est vraiment le terme de filiation à prendre au sens premier. Hein. C'est la généalogie des personnages et leurs faits d'armes vont être réutilisés, reconvoqués. Et on finit donc ce petit générique théâtre d'ombre sur le Jolly Roger avec Peter qui surgit, pouf, des nuages. Peter donc en gros plan, le visage tout enjoué, et il retire son chapeau, ce qui active un travelling arrière, on est chez Spielberg ou quoi là, et le bon Peter est toujours sur son gros bateau, donc Fanny l'a dit, dans les nuages, donc on peut se demander, rien n'a changé alors depuis le 1. Wendy, toujours à la fenêtre, s'exclame « Je croirai toujours en toi, Peter Pan !» Et d'ailleurs, cette réponse qui est faite à une réplique de Peter qui lui dit « Au revoir, Wendy !» C'est vraiment 2 poids 2 mesures, parce que d'un côté, on a une salutation assez basique finalement, et de l'autre, c'est vraiment une déclaration de dévotion ad vitam aeternam. C'est déjà symptomatique aussi du rapport de force entre les deux personnages, qui est un rapport de force genré. Ouais, voilà. Je laisse ça là. Ensuite, on a une belle transition feuille qu'on n'avait pas encore vue dans nos suites, qui tombe donc feuille qui tombe pour marquer le temps qui passe. Hein. Bien vu les scénaristes, on ne l'avait jamais fait. Le narrateur nous confirme ensuite, pour renforcer encore un peu plus le clou, Wendy a bien grandi, elle a définitivement quitté le monde de l'enfance et a maintenant 2 gosses. On a sur ces plans-là la reprise de la chanson « Regarde bien cette étoile ». Dans l'océan du ciel. Façon contine du soir, hein. On reprend les bases. On les redispatche. Vous êtes bien dans la suite du 1. Attachez vos ceintures et laissez-vous porter. Malgré tout, on comprend donc que Wendy a perpétué le souvenir de Peter Pan et du pays imaginaire plus globalement auprès de ses propres enfants et plus précisément auprès de sa fille aînée, Jeanne. Sur ce, petit générique sur fond de ciel étoilé. C'est propre, rien à dire. Le titre « Return to Neverland » se transforme même en poudre de perlimpinpin en se retirant pour bien rester dans la DA de la fée Clochette. Donc le titre « Peter Pan in » est très élégant et fonctionne bien, tout en étant souligné par la plume du chapeau de Peter, jusqu'à ce que cette plume dégringole en pirouette pour laisser place aux sous-titres. Et là, rien ne va plus.
Il y avait... Pourquoi ? C'était très chic, très élégant, très sobre. On s'est dit, on va mettre un petit effet 3D dégueu. Donc, petit point pour les férus de technique. Le premier opus utilisait une caméra multiplane qui a permis notamment de développer la superbe scène de survol de Londres sur 20 niveaux de peinture et de décor. Et pour la faire simple... L'intonation que tu prends, Bah, ils parlent comme ça, les techos, non? Pour la faire simple, la caméra multiplane est un système créé par les studios Disney pour donner un effet de profondeur au dessin animé en superposant des calques les uns sur les autres. Et niveau visuel, le 2 est évidemment, ça devient un running gag tellement que c'est toujours le cas avec ses suites, bien dessous, pas se tromper, du 1. On est sur un méli-mélo sucré-salé de 2D et de 3D. Et là, ouais, c'est vrai que les décors peints à l'aquarelle nous manquent terriblement. Ouais. Et j'ai pour une fois décidé de pas trop me faire chier à décrire le visuel de cette suite, pour pas vous rejouer l'éternelle mélodie. La 3D, c'est dégueu. Et je vais vous lire un avis trouvé sur Sens Critique qui résume, à mon sens, parfaitement ce que je pense de cette suite, visuellement. Ouvrir les guillemets. Ouais, on ouvre. Le graphisme est un véritable cauchemar pour les yeux. Le réalisateur tente de mélanger technique 2D et 3D. Le mélange passe mal, surtout que la 3D semble avoir été faite 10 ans avant Toy Story. Les effets d'ombre sont également à vomir. Fermez les guillemets. Eh ben merci Jean-Michel. C'est vrai. Le narrateur nous prend la parole et nous dit ensuite « Notre histoire commence en des temps difficiles. » En effet, tu l'as dit Bougie, c'est Londres, la Deuxième Guerre mondiale. On a connu plus fun, donc, pour planter le décor, surtout d'un Disney. S'ensuit une séquence drama dès la 3e minute du film. C'est le départ à la guerre du père de famille qui s'appelle Édouard, le mari de Wendy. Est-ce que toi aussi, t'as pas trouvé ça un peu chelou que Wendy finisse par se marier ? Parce qu'on nous laisse tellement sous-entendre qu'elle aura une dévotion pour toujours de Peter que Édouard, c'est sa tromperie, quoi. Ouais, c'est vrai. Si elle croira toujours en Peter Pan, ça veut dire que là, elle est en train de batifoler avec Édouard en attendant le retour d'un gamin. C'est chelou. Ouais, bof, on connaît comment ça se finit généralement ce genre d'histoire. Donc le mari de Wendy lui dit « Je serai de retour très vite, je te le promets ». Et la pauvre Jeanne est toute tristoune du départ de son papa. Alors, quand je dis Jeanne, c'est pas moi, hein, c'est le perso de Peter Pan 2. Elle veut désespérément suivre son papounet à la guerre. Elle traîne dans ses bras une poupée Peter Pan, là, et c'est vraiment un mood. Vraiment, elle a le poids du monde sur les épaules, elle est toute triste, et on la comprend que son père soit mobilisé, et pour l'instant, elle en est vraiment toute à cette seule émotion. Et il faut qu'elle y reste, c'est pas grave, c'est ok. Le père pense la réconforter en lui disant « J'ai besoin de toi ici pour veiller sur maman et sur Danny. » Et on le voit, c'est quand même une phrase anodine qu'on glisse à un gosse pour le responsabiliser et lui faire un peu prendre son mal en patience. Mais là, ça va trop loin. Jeanne, elle le prend au pied de la lettre et elle ne va vivre plus que pour ses responsabilités. Ouais, la pression qu'il fout sur les épaules d'un gosse, quoi. Vraiment, bravo. Et le petit combo, donc mariage et enfant, qu'on retrouve ici pour Wendy, c'est un peu un classique des suites Disney. On l'avait déjà évoqué pour le Bossu de Notre-Dame 2 dans notre 3e épisode, où on retrouvait Esmeralda et Phébus mariés et avec un gosse, alors qu'ils officialisaient à peine leur relation à la fin du premier opus. Même délire pour La Petite Sirène 2, on en avait discuté dans l'épisode 5, vraiment. Le premier épisode de la saison 2 commence par un récap sommaire de tous nos épisodes précédents. Oui. Et il y aura un quiz à la fin. Donc dans La Petite Sirène 2, qui s'ouvrait sur la naissance de Mélodie, la fille d'Ariel et d'Eric, au mariage desquels on avait assisté à la fin du premier opus. Avec Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire, on n'avait rien demandé, mais on fait quand même la connaissance de toute la petite famille de Wendy, devenue adulte, épouse et mère de 2 enfants, rien que ça. Et c'est moi où Wendy, elle a la tenue de Cendrillon, avec une robe bleue et un petit tablier blanc bien propre. Parce que je comprends qu'on ait gardé la robe bleue pour nous rappeler la robe de chambre bleu clair qu'elle avait en tant qu'enfant. Oui. Et que comme maintenant c'est une mère respectable, on lui a mis ce petit tablier, mais flemme. C'est pour quand elle fait des petits gâteaux.
Bah, maman est en haut et papa est parti sauter sur des obus. Et oui, comme toujours. Ouais. Mais Jeanne est une grande fille, donc toujours pas moi, hein, Jeanne, on parle bien du perso principal de Peter Pan 2, je reprends, mais Jeanne est une grande fille, c'est son père qui le dit juste avant de partir à la guerre. Donc on comprend bien, et le narrateur enfonce encore le clou là, que en ces temps difficiles, c'est la citation, il est normal que des enfants comme Jeanne refusent de croire à des histoires enfantines comme celle de Peter Pan. En contexte de guerre, sous les bombes, on grandit plus vite, c'est bien connu, yes. Yes. Transition, on a une petite transition bigou, parce que on regarde d'un côté au coin de la rue, avant tout allait bien, les murs étaient droits et tenaient debout, et hop, on tourne la tête et la transition fait que le coin de rue pouf, est en ruine parce que c'est la guerre. Ah, c'est Spielberg, hein. C'est Spielberg et c'est quand même pied dans le... Enfin, tu vois, gros sabot, quoi. Et c'est vraiment un des Disney à ne pas montrer trop tôt aux enfants. Parce que même si c'est la magie du pays imaginaire et tout, en fait, là, le setup est carrément réaliste. C'est pour un conte de fées. Il est bien trop ancré dans l'histoire avec un grand H. On parle du gouvernement, on parle des décrets, on parle de l'évacuation des enfants dans les trains à la campagne. Et on nous montre aussi toute cette séquence où les enfants sont séparés de leurs parents par un départ forcé en train. Ouais. Et justement, Jeanne et son frère ne sont pas envoyés à la campagne comme tous les autres enfants, comme nous explique le narrateur. Jeanne et son chien de compagnie Nana Junior parcourent les rues délabrées et menacées par les bombes de Londres. Et je crois aussi que c'est le seul Disney où un personnage enfant est revêtu d'un trench. Ce qui pourrait être couture si c'était pas aussi dramatique. Tu as les références de ce que tu avances, que c'est le seul personnage avec un trench. Tu vas me demander une étude comparative. Oui, s'il vous plaît. Mais il y a assez peu de Disney qui se passe en contexte historique. Ouais, non, c'est vrai. Peut-être Tarzan, non, même pas. Avec une autre Jeanne. Ouais, c'est pour ça. Ça m'est venu à la tête. Mais il n'y a pas d'enfant dans Tarzan. Jeanne, elle est adulte. Même si elle porte un trench, elle est adulte. Ouais, mais il y a quand même Au début, on voit Tarzan enfant. Oui, mais il porte pas un trench. Non, c'est vrai. Dans la jungle amazonienne, c'est trop chaud. Il aurait pu. Il aurait pu. Écoute. Est-ce que tu penses que la Jeanne du Peter Pan 2, c'est la Jeanne qu'on retrouve après à étudier les gorilles ? Peut-être. Il y a peut-être des théories du complot là-dessus. Ouais, sûrement. Bon, le ton, en tout cas, est donné quand, au détour d'une rue avec Nana Junior, Jeanne se retrouve devant une marelle. Nana Junior aboie alors pour l'inciter à jouer et Jeanne refuse, rappelant ce pourquoi elle était dehors dans un premier temps. Et puis, une alerte à la bombe retentit et elle part en courant, avec un plan qui nous montre qu'elle foule précipitamment des pieds la marelle. Donc l'enfant, c'est bien difficile. Le narrateur l'a dit, on l'a compris. Plus le temps pour les niaiseries. On a alors des plans d'avion dans le ciel, tandis que Wendy et Danny, donc la mère et le petit frère, attendent le retour de Jeanne en se mettant à l'abri dans un abri anti-atomique. Et Jeanne évite alors de justesse une bombe, se remet en route, croise à l'occasion des lignées de soldats. Donc il y a vraiment tout ce décor vraiment particulièrement marqué, particulièrement montré du contexte de guerre. Ouais. Alors que sa mère Wendy, calfeutrée dans cet abri anti-atomique avec Danny, lui raconte les histoires de Peter Pan pour l'empêcher de craindre les avions et les bombes. Ah oui, il lui dit... donc Danny, le fils, lui dit « Maman, j'ai peur, j'aime pas les avions et les bombes. » Donc Wendy, à ce moment-là, fictionnalise pour rassurer son fils. « Tu crois que c'est ça ? J'ai eu l'impression que ça tonnait comme des canons. Mais c'est un bateau pirate !» Bonne astuce. Si jamais... Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas à faire croire que les bombes sont un canon de bateau pirate. Donc, pour résumer, alors que Wendy se protège, elle et Danny, Jeanne risque littéralement sa vie pour offrir des chaussettes à son frère pour son anniversaire. En s'exclamant « Joyeux anniversaire, Daniel !» Et rien que le choix du prénom et non du petit surnom qui est commun en langue anglaise semble là trop adulte, trop déjà en décalage avec l'âge du petit frère, parce qu'il est encore avec un onesie, un pyjama, une gigoteuse, quoi.
Et on insiste encore bien sur le côté utilitaire du cadeau, puisque Jeanne précise que c'est des chaussettes grande taille pour que Dany puisse les porter le plus longtemps possible. Et en même temps, le commentaire là de Wendy n'aide pas. Jeanne chérie, c'est vraiment très utile. Donc elle a l'air complètement blasée du cadeau de sa fille. Mais en même temps, oui, bah certes, elle a offert des chaussettes, mais bon, montre de la fierté envers ta fille aussi. Hein. Comment tu peux être mère et être déçue que ta fille risque sa vie pour offrir un cadeau à ton fils? Ouais, c'est très bizarre. Mais leur relation mère-fille est très bizarre depuis le début du film. Enfin, oui. On y reviendra. Ok. Et puis, du coup, Wendy se fait des illico presto des marionnettes avec les chaussettes pour passer un peu la pilule du cadeau foiré. Et ça tombe bien parce qu'il y a 2 chaussettes qui sont de couleurs dépareillées et elles sont rouges et vertes. Tiens, comme c'est étrange. C'est pas qu'elle pourrait poursuivre le récit des aventures de Peter Pan et de Crochet avec ce code couleur, mais quel heureux hasard! Bravo, Jeanne! Bravo, Jeanne! Sous les bombes, c'est une belle perf de trouver. Bravo! De couleurs. Voilà, donc on arrête d'être blasé et on dit merci à sa fille. Donc on a déjà là placé en sous-texte, pas si discret que ça, pas si discret. La dissension majeure qui existe donc entre Wendy et sa fille. L'une a su conserver son âme d'enfant malgré son âge avancé, toute proportion confondue. Ça va, bientôt tu vas nous parler de grossesse gériatrique, calme ton char, Jeanne. Elle a 25 ans, à tout péter, arrête. Oui, c'est vrai. Non, mais elle fait un peu mémère comme on la présente, je trouve. Oh, comme elle parle de Wendy. Non. Oh, la méchante. Donc, elle a conservé son âme d'enfant à 25 ans. Et ses obligations d'adulte, alors que l'autre a grandi trop vite, donc sous les bombes, et a déjà la maturité d'un adulte et les responsabilités qui vont avec, alors qu'elle n'est qu'une enfant qu'il faudrait juste un peu rassurer, remercier peut-être, et prendre dans ses bras, genre. L'effet de comparaison donc se poursuit. On a Wendy qui est en plein récit des aventures de Peter Pan, et Jeanne qui essaye de son côté de faire une liste des besoins de la famille en scrutant les émissions radio. Oui, parce qu'apparemment, précisons-le, les listes, c'est un truc d'adultes. Burk, les adultes. Mais on voit pourtant que Jeanne ne peut pas se passer de tendre une oreille, même sous son casque, en écoutant la radio, elle tend l'oreille pour écouter l'histoire que sa mère est en train de raconter. Ouais. Histoire qui se virtualise sous nos yeux ébahis par une transition de l'ombre de Dany en l'ombre de Peter Pan. Ah. Et moi j'aime bien ce moment où Wendy donc raconte l'histoire et en prononçant les paroles supposément rapportées de Peter Pan, parce que l'image du film montre Peter Pan et le lip-sync lui donne la voix de Wendy narratrice, dans un décalage qui imite bien, je trouve, l'image mentale qu'on se fait en écoutant une histoire ou en imaginant une, en lisant avec notre propre voix. Donc ça dure... Bon, c'est dommage parce que ça dure qu'un moment, juste après, Crochet arrive et il a sa propre voix un peu terrifiante. Et après, Peter récupère sa propre voix aussi. Donc là, il y a un degré de la fiction qui fluctue. Ouais. Ce que je trouve dommage parce que j'aurais bien voulu entendre Crochet avec la voix de Wendy. Ouais. Juste dans cette mise en scène de récit en train d'être fait. Oui, ils ont des bonnes idées, mais ils vont jamais jusqu'au bout. C'est très frustrant. Ouais, ils vont pas jusqu'au bout. Mm-hmm. Alors que là, il y avait un truc justement de cette mise en scène de l'art du récit. Ouais. C'était un peu le même délire avec le livre de la jungle et le théâtre d'ombre. Il y a cette mise en abîme de l'art de la fiction, de l'art de l'imaginaire, par la voix, par le texte. Et là, ça tombe un peu... ça s'essouffle. Et pendant ce temps, donc, Wendy, qui est occupée à faire sa liste, elle pouffe enfantillage dans son coin en entendant la fin de l'histoire racontée par sa mère. Et elle rabroue son frère quand il fait malencontreusement tomber sa liste, précieuse liste qu'elle venait de faire, dans la gamelle du chien. Donc une vraie petite mère de famille avant l'heure. Un peu trop tôt pour être mère de famille. Ouais. Et puis Wendy lui dit « Tu vois, Dany, Capitaine Crochet ne gagnera jamais tant qu'existeront la foi, la confiance et la poussière de fée. » Et Jeanne s'exclame donc « Oh, enfantillage !» Donc on est bien là,
embêtés, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, parce qu'on a le cul entre deux chaises. On aimerait bien pouvoir s'identifier aux deux, parce qu'on a pu s'identifier dans le premier à Wendy, et on a envie de poursuivre un peu ce lien d'affection qui nous lie à elle. Et vraiment, dans cette séquelle, c'est un sentiment inconfortable, vraiment, de devoir naviguer entre les deux personnages, dont je comprends à chacune les arguments. Wendy, en tant que mère, a bien sûr raison de vouloir maintenir ses enfants dans l'enfance, et qui plus est de réduire un peu leur anxiété légitime, mais on comprend aussi tout à fait que Jeanne ait été arrachée à cette enfance et ait du mal à adhérer à toute fiction, quelle qu'elle soit, quand sa réalité à elle est si sombre. Cependant, Disney, en tant que studio et en tant qu'industrie, vend de la fiction. Donc on sait déjà, à ce début de film, qu'il va falloir, scénaristiquement parlant, ramener Jeanne dans le droit chemin qui est celui de l'imaginaire et de la fiction. Ouais. Et puis là, la répétition de cette expression un peu méprisante de Jeanne, enfantillage, a de toute évidence pour objectif de nous la rendre antipathique. Donc on voit qu'il y a un parti pris envers ce personnage jeune et féminin pour montrer qu'elle est inadéquate, inadaptée. Ouais. On retrouve ensuite dans la bouche de Jeanne les mêmes reproches que le père de Wendy, Monsieur Darling, faisait à Wendy dans le premier opus. Il faudrait arrêter d'endoctriner les enfants avec ces histoires idiotes. On fait ici, je trouve, de Wendy un peu une pâle transposition du rôle de sa mère, donc de Madame Darling. Et ce n'est certainement pas Wendy qu'il est intéressant de voir grandir, puisqu'elle est une fille comme tant d'autres finalement, mais bien Peter Pan lui-même, concept d'ailleurs qu'avait remarquablement développé Spielberg pour de vrai dans Hook, sorti 11 ans plus tôt. Ouais. Peut-être qu'ils sont juste fait couper l'herbe sous le pied sur ce coup-là. Ouais. Parce que la bonne idée, c'était vraiment ça, quoi. Ça aurait été bien un Hook aussi en live, mais on n'aurait pas eu Robin Williams. Oui, ouais. Daniel, de son petit nom Dani, rappelle alors combien Jeanne était drôle avant, quand elle voulait encore être la première petite fille perdue du pays imaginaire. Ah, retenez cette information pour la suite. Mais il me semble que dans le 1, les enfants du pays imaginaire s'appelaient justement les enfants perdus, et que là, dans le 2, ils ont dû revenir sur ce nom fixé pour le 2, en le genrant davantage pour bien marquer le fossé entre enfants perdus, filles perdues, puisqu'elle voulait être la première petite fille perdue. Et donc dans le 2, on a des garçons perdus du pays imaginaire, et on se souvient d'ailleurs que c'était l'un des reproches que faisait déjà Wendy, à un autre niveau d'ailleurs, puisqu'elle ne pouvait pas appartenir au groupe, elle était forcément marginale, puisqu'elle était par les enfants perdus, placée en position de maman, ce qui l'excluait d'office des jeux. Mais là, en tout cas, dans le 2, il y a un travail, peut-être dû au doublage, j'ai pas vérifié dans la VO, mais qui est vraiment de parler des garçons perdus et non plus des enfants perdus, pour bien creuser la différence genrée entre eux et Jeanne en tant que fille. On toque alors à la porte et la nouvelle tombe. Jeanne et Danny doivent être évacués à la campagne comme tous les autres enfants londoniens. Et la réplique de l'émissaire militaire, c'est un ordre officiel, tous les enfants doivent partir, fait un écho autrement douloureux à la phrase de George Darling du premier opus, tous les enfants doivent grandir, mais qui sonne le glas à une période d'insouciance, à son chez-soi tel qu'on l'a toujours connu et qu'il faut accepter de quitter. Donc vraiment là, ce récit cadre Seconde Guerre mondiale est tellement sombre, tellement réaliste. Il y a quelque chose qui impose en fait l'empathie et le respect avec tout parent qui a vécu ou qui vit ce genre de situation de guerre. Et là, c'est le moment pour dire qu'ici, on soutient tout à fait la libération de Gaza et de la Palestine. Jeanne refuse cet ordre officiel que lui transmet ensuite sa mère. Elle veut rester pour veiller sur elle et son petit frère, comme lui avait demandé son père. Et elle porte vraiment tout le poids de la sécurité du foyer sur ses maigres épaules, on le voit encore à ce moment-là. Et Jeanne pique alors sa première crise d'ado. Alors là, oui, on pourrait croire que c'est de moi qu'on parle, mais non, toujours pas, hein, c'est du perso. Toujours pas ? T'es sûre ? Non, suivez un peu, ça devient pénible. Je reprends, Jeanne pique sa première crise d'ado quand sa mère lui demande de garder confiance, qu'ils seront bientôt tous réunis avec Papounet parti à la guerre.
Elle balance alors tout à son frère. Daniel, le temps des histoires est terminé, en ouvrant la fenêtre. Et elle dit, regarde, nous sommes en guerre, Peter Pan n'existe pas et les gens ne volent pas. Et là, le plan finit sur la tête larmoyante du petit Danny qui est vraiment trop chouki et qu'on a envie de prendre dans ses bras. C'est terrible. Oui. C'est vraiment un peu le remake. Michel qui, tout ensommeillé, veut retrouver sa maman quand le séjour au pays imaginaire dure un peu trop longtemps. Oui. Maman Wendy se fâche une bonne fois, enfin, et elle lui réplique « Tu crois que tu es adulte, mais tu as encore des tas de choses à apprendre. » Et paf, prends ça, Montessori. Même Nana Junior est déçue du coup d'éclat de Jeanne, et il y a un plan très triste et très beau avec la musique qui chante « Je ne suis plus une enfant ». Jeanne qui s'effondre derrière sa porte fermée, avec sa peluche de Peter Pan écroulée sur le sol, un peu plus loin, bien séparée d'elle, éclairée seulement par l'embrasure de la fenêtre. Donc il y a vraiment une scénographie de la tristesse et de l'incompréhension familiale. Ouais. La rupture. La rupture dramatique dans ses convictions d'enfant. Et le leitmotiv de Jeanne, donc, qui joue à ce moment-là, intitulé « Je crois », parce qu'on l'aura compris, hein, c'est pas si subtil que ça en même temps. L'aventure qui attend Jeanne, la rebelle, n'aura qu'un seul et même but, qu'elle apprenne à croire, à espérer, à rêver, comme tous les enfants de son âge, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, il y a ensuite un montage alterné entre les deux fenêtres, pour bien insister sur le fossé entre, d'un côté, la partisane de la responsabilité et les partisanes de la fiction, avec Jeanne et sa peluche d'un côté, qui regardent les incendies causés par les bombes dans les ruelles alentours, et Wendy et Danny de l'autre, qui se racontent des histoires avec un peu des œillères finalement sur le monde qui les entoure. Mm-hmm. On a alors une très belle transition mouette dans les airs, qui se transforme en ombre avant que n'apparaisse dans le champ tonitruante la proue du navire du capitaine Crochet. Ah oui, c'est la maison 3D, puis le Jolly Roger en 3D. Puis des pirates encore représentés en ombre et silhouette, comme tout ce qui appartient encore à ce moment-là au pays imaginaire, qui débarquent sur les toits de Londres. Puis les pirates descendent des cordes tendues du ciel, et vraiment tout ça en 3D gueux. En 3D gueux. Ça, il faut brander ce mot, hein, c'est toi qui as inventé. Ouais. Écoute, on partira les royalties de 50-50. Oh, t'es sympa. C'est là que le mélange de personnages en 2D et de décors 3D ne fonctionne alors vraiment pas, mais alors pas du tout. Le bateau du capitaine Crochet fait vraiment gros jouet en plastique, alors que dans le 1, il était si élégant et si bien représenté. Mélanger ces deux types d'animation n'a jamais été une très bonne idée, et ici, ça se confirme vraiment. Donc tous ces pirates sont évidemment venus pour kidnapper Wendy, mais ils vont vite, ne regarde pas, parce qu'ils sont un peu bêta, c'est des pirates, il faut pas leur en demander trop. Et ils kidnappent Jeanne sur un malentendu. Là, il y a tous les pirates à un moment donné dans sa chambre, avec l'alerte aérienne à la bombe qui retentit. C'est un peu le quart d'heure cartoon rapidement expédié, mais qui fait peur à Crochet, qui se fait fouetter par sa propre moustache entortillée. Avec un bruit un peu d'élastique qui claque, assez marrant. Il se fait fouetter par sa moustache. Jeanne se débat dans le paquet qui est en train de la kidnapper. Donc c'est vraiment... Ouais, il y a un truc un peu quart d'heure cartoon, là, avec le paquet très dessin animé qui gigote dans tous les sens. Et puis toute la séquence qui suit nous montre le Jolly Roger au beau milieu des avions de chasse en contresens, tel un saumon remontant la rivière. Et le passage devant Big Ben, donc rien n'est épargné, on traverse Londres en guerre, à bord d'un bateau dans les airs. C'est magique, c'est TGCM quoi. Le passage vraiment d'un monde à l'autre est représenté ensuite par une succession de mandalas aux couleurs criardes dans le ciel. Vraiment, j'ai pas compris du tout ce choix esthétique. Ah, mais c'est le passage kaléidoscopique là, c'est les 70s ou quoi? C'est pour montrer les failles spatio-temporelles, c'est ça? J'ai compris, j'ai bon? Peut-être, je sais pas. J'ai bon ou pas? J'ai pas compris.
Je préférais donc clairement les arcs-en-ciel entrecroisés du 1, quand il y avait justement ce passage de Londres au pays imaginaire. Et d'ailleurs, en parlant du 1, ils reprennent à ce moment-là des mandalas dégueulasses, par souci d'économie très certainement, des effets sonores et des dialogues du 1, avec des objets et des décors du 1 qui sont incrustés dans les différents mandalas. C'est vraiment de très très mauvais goût. Je suis étonnée qu'il n'ait pas rajouté en bas de l'écran un bandeau « Attention, images pouvant provoquer des crises chez les personnes épileptiques ». Même moi, je suis pas épileptique, puis ça me fait bizarre. Mais en fait, on pourrait l'utiliser comme un vieux fond d'écran d'ordinateur. Oui. Tu sais, les trucs qui clignotent. Bon, en tout cas, toute saucissonnée dans son sac de kidnapping, Jeanne arrive donc au pays imaginaire. Donc, toujours pas moi, hein, vous l'aurez compris, Jeanne, le perso. Sur le territoire, elle arrive donc sur le territoire des pirates qui pensent pouvoir utiliser Wendy, donc ils se sont trompés, hein, on l'a dit, comme un appât pour attirer Peter Pan. Crochet aurait donc pensé au crime parfait, et c'est en tout cas ce que nous apprend la superbe, chanson de Mouche qui s'empresse déjà de réveiller le monstre. Et Mouche, dans sa chanson, chantonne « Et bim badaboum, il va se ramasser » en parlant du capitaine. Donc là, on a encore une fois, on retrouve Mouche la finesse, Mouche les pieds dans le plat, Mouche les gros sabots, qui n'a pas la subtilité émotionnelle pour comprendre que ce qu'il chante est en train de dévaster intérieurement le pauvre capitaine Crochet. Et à ce moment, on se dit, oui, trop bien, le retour de Tic Tac le crocodile, et le retour potentiel qui va avec de gags vraiment hilarants et bien pensés comme dans le 1, avec ce duo comique Crochet-Croco. Eh ben non, loupé, ils nous foutent un kraken supposément effrayant, mais qui ressemble plutôt à un vieux squitch-squitch en caoutchouc orange fluo, un peu comme les jouets de mon chien. Et c'est un squitch-squitch en caoutchouc orange fluo qui mange du poisson pourri. Et donc, potentiellement, qui peut manger le capitaine Crochet, puisque ça fait partie du fanservice de cette séquelle, que de rappeler à qui me mieux que Crochet est un poisson pourri. Donc c'est pour raviver la séquence finale du premier opus de Crochet est pourri, qu'on a adoré certes, mais là, en fait, de rappeler à tout bout de champ ah là là, le poisson pourri, ouais, c'est bon les gars, calmez-vous. On va arrêter tout de suite. Et puis en plus, ouais, ça n'a pas le charme de Tic Tac, quoi. Ouais. Peter Pan apparaît alors, toujours aussi habile et rapide. Il évite les boules de canon et autres pièges préparés par les pirates aux grandes dames de Crochet. Peter se rend compte, après avoir bien fait le fier avec ses galipettes dans les airs, de la présence d'une vieille connaissance, entre guillemets, enfermée dans un sac suspendu dans le vide, prête donc à se faire gober par le kraken gober de poisson pourri. On l'a dit. Peter reconnaît instantanément Wendy. Presque trop facilement, presque trop directement. Et se lance ensuite à la filoche avec la grande méchante bébête à tentacules. Crochet. Dont on notera quand même la très bonne capacité à viser la corde pour la trancher de son sabre. Crochet jubile donc de ces quelques secondes de gloire quand il ne voit pas Peter Pan remonter à la surface et être potentiellement perdu dans l'encre noire du kraken qui se disperse dans la mer. Mais que nenni, Peter sort déjà de l'eau avec Jeanne dans ses bras. Wouhou! Fée Clochette, notre queen, soulève l'énorme pieuvre grâce à la seule force de sa petite poudre de fée et l'envoie droit sur Crochet qui hurle déjà mouche de peur comme à son habitude. Ah, tu l'as pas fait. De quoi? Tu l'as pas fait, vas-y fais-le. Fais-le mouche. Ah! Mouche! On retrouve donc bien nos gags visuels du 1 mettant en scène un capitaine Crochet terrorisé à l'idée de finir chiche kebabé par la méchante bébête des mers. Option sous-vêtements blancs à petit cœur rose apparent pour Crochet. Évidemment. Donc il n'y a pas plus efficace dans un Disney pour ridiculiser un antagoniste. On l'avait déjà évoqué dans l'épisode 4. Pour celles et ceux qui s'en rappellent, on fait toutes nos pubs. Et il y a quand même un plan où il se transforme aux yeux de la pieuvre géante en un poisson rouge à moustache, tremblotant et claquant des dents, et c'était quand même une bonne poilade. Il y avait un truc un peu de Sébastien dans la cuisine du cuistot dans La Petite Sirène. Oui. Et en plus du caleçon à cœur de Crochet, on voit aussi à cette occasion que sa chemise est
aussi rose, d'un rose magenta très vif, très paint sous Windows 95, avec et que plusieurs autres pirates portent des vêtements de cette même couleur criarde. Il s'agit de réveiller nos pupilles à ce moment-là du film. S'agirait-il d'une forme de dévirilisation de ces pirates qu'on présente à la fois comme cruels mais pleutres? En tout cas, ce rose vif, là, il faut l'interroger parce qu'il dénote et il les rend en même temps particulièrement remarquables à l'écran. Donc, il y a quelque chose à faire de ce choix de couleurs pour le moins étrange. Oui. Ou alors c'est parce qu'ils avaient que des vêtements rouges et ils n'avaient pas Myrlène, donc ça a déteint. Ah, c'est sûr que l'eau de mer pour laver les habits, ça déteint. Peter Pan découvre enfin le visage de Jeanne et comprend étonnamment rapidement qu'il ne s'agit pas de Wendy. Déjà parce qu'elle se débat et qu'elle lui met une droite. Rien que là, on est censé comprendre qu'elle n'est pas une gentille fille et qui se laisse kidnapper sans broncher, et donc pas une mom-to-be pour les enfants perdus. Et d'ailleurs, Peter se masse ensuite la mâchoire en disant « Ah, toi, t'es pas Wendy !» Jeanne croit alors à un mauvais rêve, mais pas le time. La voilà déjà sur le dos de Peter en train de découvrir les meilleurs spots romantiques du pays imaginaire. Sans oublier le moment où IL touche l'arc-en-ciel en éclaboussant Clochette de la lumière d'arc-en-ciel qui change du coup de couleur, avant bien sûr de passer au travers de l'arc-en-ciel. Donc là, vraiment du clair queerbaiting de la part de Disney, ou alors juste là pour la magie du pays imaginaire, on sait pas trop. Prononcez-vous. On ne cache pas notre plaisir de revoir la lagune avec toutes les sirènes qui, depuis, semblent être beaucoup moins jalouses de toutes les filles qui croisent le chemin de Peter Pan, contrairement à Clochette qui, elle, reste bien cruelle et possessive envers Peter Pan. Quand Clochette pousse Jeanne dans le vide et que celle-ci dit à Peter « Elle l'a fait exprès !» Et il confirme d'ailleurs lui-même dans un weird flex « Elle est jalouse, toutes les filles sont comme ça avec moi !» Ce qui est quand même... sacrément en décalage avec le Peter du 1 qui n'avait pas l'air de comprendre vraiment les relations romantiques. Ouais. Ou les relations tout court, en fait. Et là, qu'il soit si sûr de lui, en Sigma Boy un peu très fier de son harem et en légitimant la violence entre personnages féminins, ça sonne un peu chelou. Ouais, je trouve aussi. Merci. Jeanne découvre ensuite, avec un certain dégoût, le repère et les manières des enfants perdus. Un bon repère de mascu qui pousse à la salle, où on se crache dans la paume avant de se serrer bien fort la main, là. Et Peter la présente d'office comme la nouvelle maman de cette belle bande de joyeux lurons, ce qu'elle refuse catégoriquement, prétextant qu'elle n'est pas très forte pour raconter des histoires. Telle mère, telle fille, ah ben non, du coup. Peut-être que du coup, y a un truc à interroger du côté de la caractérisation maternelle des personnages de Disney, parce que ça voudrait dire que pour être une bonne mère, il faut savoir absolument raconter les histoires. Mm-hmm. Bon, en tout cas, Jeanne le répète au moins 5 fois, qu'elle sait pas faire les histoires, qu'elle ne sera pas leur mère, ce qui crée une interruption instantanée de toutes les chamailleries et qui calme d'office l'excitation générale des enfants perdus. On n'a pas dû souvent leur mettre des limites à ces sales gosses. Et en bon repère de mascu, d'ailleurs, je suis pas sûre avec qui pousse à la salle. Je pense que c'est plutôt genre ils se crachent dans la main comme des chasseurs. Ah ouais. Tu vois, c'est un autre level de mascu. On a cette idéalisation militaire là avec Peter qui leur crie de se mettre en rang et puis après qu'il procède à l'appel pour que chaque garçon se présente avec un peu une forme de fan service un peu lourdingue puisque chacun est désormais clairement identifié, baptisé, etc. Mm-hmm. Jeanne veut rentrer à la maison, elle s'ennuie déjà de son petit frère qu'elle avait promis, on se rappelle, de surveiller. Peter Pan est choc-barre à ce moment, on dirait qu'elle réagit comme une adulte qui dit « Berk, les adultes, ça paye des impôts et tout ». On a ensuite le droit à un remake de la séance du rasage de Capitaine Crochet, hein, quand on vous parlait de fanservice, là on est en plein dedans. Donc dans le 1, petit rappel, il se faisait raser de près par Mouche, qui finissait par confondre la tête de Crochet avec le cul d'une mouette. Et là, on part sur un bon petit massage qui se transforme en séance de torture, rythmée par les bruits de succion que font les tentacules du kraken, qui suivent le même tempo que le réveil avalé par le croco dans le 1. Donc on est en droit de se demander, pourquoi ne pas avoir juste conservé le croco du coup ? Ça, c'est le grand mystère de cette suite et la source de pas mal de frustration
tant ce personnage de crocodile fonctionnait à lui seul en tant qu'antagoniste. Pourquoi chercher forcément à mettre un autre antagoniste à crochet, bien réussi et moins drôle visuellement en plus, et surtout ne donner aucune justification quant à la disparition de Tic Tac. Surtout en gardant les gags qui allaient avec Tic Tac. Parce que, soyons honnêtes, le temps n'a pas prise au pays imaginaire. Personne n'a vieilli et donc il n'y a aucune logique, il n'y a aucune justification logique à la disparition de Tic Tac ni à l'apparition d'ailleurs du Kraken. Et Mouche est encore plus déconnecté de ses émotions que dans le 1, genre complètement à côté de la plaque. Il parle sans se soucier des réactions de son interlocuteur. C'était déjà un peu le cas, mais là c'est vraiment exagéré. C'est censé être drôle, mais il active sans le voir la colère et le désespoir tour à tour de Crochet, qui lui est donc l'inverse, là, vraiment des montagnes russes d'émotions et de débordements, et on a commencé à comprendre au fur et à mesure des revisionnages pour le podcast que les personnages masculins qui sont caractérisés par ces débordements d'émotions, c'est souvent le cas des personnages masculins, sont justement moqués par cette ingérence des émotions. Ouais. Le fait qu'ils ne sachent pas contrôler leurs émotions, qu'ils ne soient jamais neutres, qu'ils pleurent, qu'ils crient, donne lieu à des moqueries ou en tout cas une marginalisation de la part des autres personnages alentours. Un autre duo comique que celui que forment Crochet et le crocodile, ou ici le kraken, c'est aussi celui que forme Crochet avec son bras droit Mouche. L'humour grossophobe vise souvent chez Disney les personnages désignés comme inférieurs, ceux qui sont au choix naïfs, immatures ou loufoques, comme ici Mouche qui semble cocher quand même toutes les cases, j'ai l'impression. Dans les deux films, son ventre dépasse de son t-shirt rayé et son short bouffant lui donne un peu un aspect négligé, façon pyjama du dimanche, que l'on prête malheureusement trop volontiers aux personnages gros dans les représentations culturelles, pour parler de façon très large. Allons bon point de Mouche, qui rime avec bonhomie, maladresse et simplicité d'esprit, s'oppose donc pour créer ce contraste comique la maigreur de Crochet. La maigreur sculpturale. Il a des épaules de nageur un peu. Oui. Mon Crochet, avec son crochet à la place de la main, donc pousse à l'extrême le cliché des méchants chez Disney, qui ont comme caractéristique principale, en plus d'être très élancés, voire filiformes, les doigts crochus. Pour n'en citer que quelques-uns, on a évidemment les immenses griffes de Shere Khan dans le livre de la jungle et sa suite, les doigts longs et efféminés, de Jafar dans Aladdin et ses suites, d'Hadès dans Hercule ou encore de Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame et de sa suite. Avec son absence de muscles et sa carrure, ce qui permet déjà en soi de les différencier des héros au physique très athlétique et robuste, ses mains et ses doigts fins sont un autre trait par lesquels les méchants sont systématiquement dévirilisés, à part les épaules de nageur. Oui, mais ça c'est parce qu'il doit fuir le crocodile. Mais c'est parce qu'il doit fuir les monstres marins, tout à fait. La taille de la moustache est aussi un autre détail récurrent grâce auquel Disney peut créer des hiérarchies entre les différents types de masculinité. La grosse moustache bien fournie et peu soignée est l'apanage des hommes gentils et bienveillants. Pensons par exemple au père de Jasmine dans Aladdin, au père de Jane dans Tarzan et au père de Belle dans La Belle et la Bête. Une fine moustache est plutôt au contraire un signe de fourberie et de méchanceté. C'est le cas de Jafar dans Aladdin, de Radcliffe dans Pocahontas, de Shan Yu dans Mulan, ou encore du Capitaine Crochet, ici. Comme si le raffinement et l'attention toute féminine que porteraient ces personnages à leur poil, et plus largement à leur apparence physique, étaient en soi un signe de leurs mauvaises intentions et de leur déviance, donc à comprendre dans la logique réactionnaire et sexiste de Disney, leur non-conformité aux normes de la masculinité virile incarnée par les héros, justement. Ce raffinement, voire cette superficialité, s'exprime également dans les choix vestimentaires des méchants. On l'avait déjà évoqué dans le premier épisode avec Radcliffe, dont la frivolité toute violette tranchait fortement avec la sobriété toute brune d'un John Smith ou d'un John Rolfe. Et avec le Capitaine Crochet, on ne retrouve pas ce marqueur de la couleur violette comme c'était le cas pour Radcliffe, mais aussi pour Ursula ou Frollo. Crochet porte du rouge et du rose principalement, seul son chapeau et ses paupières sont violettes, mais il a quand même un côté très dandy avec des froufrous aux manches, ses bas blancs, sa grande plume blanche sur la tête et quand même ses chaussures à talonnettes. Pratique ça pour se déplacer sur un bateau qui tangue. On est loin de la représentation virile du pirate en mode Davy Jones ou Barbe Noire, on est d'accord.
Mentionnant aussi que Capitaine Crochet fait partie des 12 personnages de l'imaginaire Disney Pixar aussi, nommés ou surnommés métaphoriquement en référence à leur handicap et listés par Célia Sauvage dans son livre Décoder Disney Pixar. Donc on a Simplet, Dumbo, Pan-Pan, le Chapelier Fou, la Bête, le Fou, Scar, Dingo, le Bossu de Notre-Dame, oui, Syndrome, la main froide dans Réponse, donc Hook, End dans la version originale. Les noms CRIP de ces personnages codent le handicap comme une singularité constitutive de leur identité, mais dans un même temps, en refusant de leur attribuer des noms normaux, guillemets, les récits écartent les personnages de la norme, ou pire, les privent d'une part d'humanité. Comme Quasimodo, ils sont à moitié faits, c'était le nom qu'on avait évoqué de façon étymologique, et je vous invite là à aller écouter le 3e épisode du podcast pour mieux comprendre toute cette articulation théorique autour des Crip Theory, vraiment pertinente dans tout l'univers Disney-Pixar. Capitaine Crochet est d'ailleurs le premier méchant handicapé des productions Disney. Il porte une blessure typique de pirate, puisée dans le catalogue des clichés sur ces incorrigibles pilleurs des mers. Après l'amputation de sa main par Peter Pan, ensuite avalée par le crocodile, le personnage désire compulsivement se venger de Peter Pan, et ce stéréotype problématique de un peu vengeur obsessionnel chez un méchant creep ne réapparaît que très tardivement dans l'imaginaire Disney-Pixar avec Hopper, le balafré chef des sauterelles dans Mille et une pattes, ou encore Lotso, l'ourson abandonné dans Toy Story 3, par exemple. Même en accédant au pouvoir, les méchants queer-codés comme Crochet sont souvent infantilisés. Pourtant, capitaine de son propre navire et commandant d'une troupe de vaillants corsaires, Crochet saute à la moindre occasion dans les bras de Mouche, et surtout dès qu'il aperçoit un crocodile ou une pieuvre se rapprocher de son bateau. Donc cette infantilisation, vous le voyez, désamorce toute forme de menace sérieuse quant à la méchanceté en fait de son personnage. Son incompétence est aussi montrée à travers son duo comique, donc justement avec Mouche. Il lui donne des ordres, mais il se repose constamment sur lui pour passer à l'action et prendre des décisions. Il y a d'ailleurs un parallèle évident à faire ici, je trouve, entre Mouche et Snoops, le bras droit de Médusa dans les aventures de Bernard et Bianca. Ils sont tous deux pris dans une relation toxique avec leur maître. Les relations entre le capitaine Crochet et Monsieur Mouche, comme entre Snoops et Madame Médusa, ou encore entre Ratcliffe et Wiggins, apparaissent toutes abusives, violentes et toxiques. Et peut-être aussi afin de ne jamais faire office d'idéal romantique. On peut en tout cas se poser vraiment la question, parce qu'ils passent leur vie ensemble, ils se soutiennent dans les épreuves qu'ils rencontrent au cours des films, et sont souvent très proches physiquement et même intimement. C'est vrai, on se rappelle que Ratcliffe et Wiggins dorment sous la même tente une fois arrivés en Nouvelle-Virginie et élèvent notamment un chien ensemble dont ils s'occupent tous deux en lui donnant des bains notamment. Mais il y a un côté très maternel aussi envers son subalterne. Oui. Les Snoops, Wiggins et Mouche ont toujours une contrepartie très maternelle pour le... Je ne sais pas comment le dire autrement, mais il y a un côté très protecteur et féminin qui doivent prendre en charge l'autre pendant du couple, du duo. Oui, sont clairement dans le care, on peut dire. Oui. Comme si, finalement, un couple queer ne devait jamais devenir ni séduisant, ni une source d'inspiration pour le public, contrairement à l'idéal hétéronormé incarné par les personnages principaux. Donc revenons-en à nos poulpes. On apprend en passant dans cette merveilleuse séquence de massage érotique que Peter a volé le trésor de Crochet, le filou, ce qui permet de relancer l'intrigue, qui ne tient pas déjà à grand-chose. Donc les pirates ont donc encore une raison de partir faire la guéguerre avec Peter Pan. Pratique, hein. Ah, les scénaristes en sueur. Mais du coup, nous, on n'est pas au bout de nos peines. Jeanne la débrouille, comme on l'appelle dans le milieu, s'est déjà en 2-2 construit un frêle esquif et a récolté suffisamment de bananes et de noix de coco sur l'île pour survivre à un petit retour au bercail à la rame. Peter Pan la harcèle à l'heure de question comme un gosse qui n'a que le pourquoi à la bouche. Pourquoi tu repars? Pourquoi il pleut? Il ne comprend pas comment elle peut autant vouloir rentrer chez elle alors qu'elle vient seulement d'arriver dans le pays qu'on nous vend comme le plus extraordinaire et dont rêvent tous les enfants. Elle lui dit même qu'elle regrette d'avoir dit à son petit frère que Peter n'était pas réel, et au pourquoi outré de celui-ci, elle répond
Je l'ignore. Alors que disons qu'il lui suffisait de dire que son pays était en guerre et qu'elle s'était laissée emporter par les événements, tout simplement. En fait, tout est fait pour décontextualiser Jeanne de cette situation tragique et réelle de la guerre, et pour la faire passer pour une enfant trop vite grandie et devenue, de ce fait, relou. Elle salue d'ailleurs Peter Pan en lui serrant la main. « J'ai été ravie de faire ta connaissance, Peter Pan. » Ce qui est marrant, en fait. Oui, ça crée un décalage. Un contraste comique, quoi. Ouais. Et pour une fois, on assiste à un Peter Pan tout penaud, enfin, un peu silencieux, et surtout attentif aux autres, qui essaie tant bien que mal de réconforter ici Jeanne, qui s'inquiète alors pour sa famille. Et pendant toute la séquence, l'attitude de Clochette est exécrable. Elle est d'abord contente de voir que Jeanne est sur le point de partir. Alors qu'on avait dépassé ce stade dans le 1, elle semblait avoir compris ses erreurs de jugement envers Wendy, mais là, pour l'intrigue, il faut bien ressortir le grand jeu de la mesquinerie, supposément toute féminine. Et Peter Pan n'est pas en reste. Quand Clochette tire un peu la manche pour lui demander de partir et de laisser Jeanne, partir quoi, il lui met une petite claque nonchalante comme on chasserait une mouche, et du coup, Clochette, elle boude. Et là, on lui en veut pas à Clochette, parce que c'est quand même Peter, le goujat, qui vient de la tarter au passage. Le trajet de retour de Jeanne n'a pas duré long, puisque son radeau de fortune prend bien vite l'eau, et ce malgré le drapeau anglais fièrement hissé sur le mât. God Sail the Queen. Donc ça, c'est une blague pour nos auditeurs bilingues seulement, hein. On est à l'international dans ce podcast, faut pas croire. Dilemme. Le radeau de Jeanne ayant coulé, elle n'a qu'une solution pour rentrer chez elle, apprendre à voler bien sûr. Mais pour voler, on le sait bien depuis le premier opus, il faut d'abord apprendre à croire. Non, dans le premier opus, il faut apprendre à rêver d'aventure. Mais là, ici, il faut un peu de foi, de confiance et un peu de poussière de fée. Le tour est joué. C'est marmiton, en fait. La recette est simple. Mais la sceptique Jeanne n'est franchement pas convaincue et les kilos de poudre de fée que Clochette lui balance littéralement en pleine poire dans cette séquence, dans l'espoir de la voir partir du pays imaginaire au plus vite, ne suffiront pas. La pauvre se ramasse en bas d'une colline parce que ces brillants enfants perdus ne sont même pas foutus de se coordonner pour la rattraper. Mais non, ils préfèrent manger du popcorn pour assister à la chute de la fillette. C'est moi où ils sont tous particulièrement détestables et lourds dans cette suite. Et elle aussi, elle doit être particulièrement lourde parce qu'en s'écrasant sur le sol, elle fait un énorme trou à la forme de sa silhouette comme dans les cartoons. Genre vraiment, le sol est tellement mou qu'il est découpable à l'emporte-pièce. C'est un matelas à mémoire de forme. Crochet, qui a assisté à toute la scène en bon méchant qu'il est, planifie déjà son prochain coup qui comprend le trésor, Peter Pan, et le fait de bouter l'anglaise hors du pays imaginaire. À peine le temps de comploter qu'il disparaît déjà derrière deux grandes feuilles, il n'a pas le time dans ce second opus. No sleep, plane, another plane, boat, next place. Et là, mention spéciale pour la réplique de Mouche qui, lorsque Crochet lui demande « Elle cherche à rentrer chez elle et ne sait pas voler, tu sais ce que ça veut dire ?» lui répond « Une fille sans elle ne fait pas le printemps !» Pour moi, c'est la meilleure réplique, 10 sur 10, et casse dédié à Adèle, du coup. Obligé. Peter Pan redevient rapidement le bully que l'on connaît. Il se moque du carnet de Jeanne dans lequel elle consigne toutes ses listes. Les choses à faire, l'organisation, c'est très important qu'elle lui répond. On dirait vraiment moi, pour le coup, angoissée de la vie, bonjour. Elle n'est pas drôle, hein, en 2 mots de mec. C'est Danny qui l'avait dit, là c'est Peter. Et qu'ils s'amusent tous pour finir, Peter et les enfants perdus, à détruire son petit carnet. À le manger, à le digérer, à rôter son carnet, tu veux dire. Comme quoi, il n'y a que les hommes pour savoir vraiment se fendre la poire sans assumer les conséquences morales de leurs actes. Oups! Je l'ai dit à haute voix, celle-là. Ouais, et tu l'as dit à haute voix, zut. Merde. Mais moi aussi, ça m'a mise toute mal, là, qu'on lui prenne son carnet, qu'on s'amuse à le détériorer, alors que clairement, elle en a besoin, et on voit que c'est un peu un support émotionnel pour éviter que son monde ne s'effondre. Mais là, vraiment, Jeanne, trop d'identification à Jeanne. Il faut qu'on stoppe l'identification à Jeanne. Oui, Jeanne. C'est tout, on arrête. Jeanne s'énerve alors contre tout le monde. Et vas-y qu'elle traite tous ces gamins de bande de gamins attardés et ridicules. Et bien sûr avec un regard d'enfant à qui on a survendu depuis 2 films le pays imaginaire comme le max du fun, là le personnage de Jeanne passe un peu pour la casse-couille de service. Et casse-couille c'est vraiment ça parce que c'est la seule meuf de l'équipe dans un film qui s'adresse en priorité aux garçons.
qui s'attendaient sûrement tous à retrouver les aventures pleines de légèreté de Peter Pan, et c'est la seule que l'on caractérise si fortement du côté de l'organisation, du sérieux, de la discipline, de la rigueur, en résumé, du manque de fun. Mais pourtant, avec un regard d'adulte, bien sûr que cette Jeanne, elle est trop badass. Elle s'inquiète pour sa famille et elle se débrouille toute seule pour survivre à des situations de vie tellement difficiles. Donc, on pourrait là, par contre, ça une note pour Jeanne, se passer de psychophobie. Gamin attardé et ridicule, ça passe pas. Ouais. Et, c'est non, cocotte. Et vas-y que Jeanne s'énerve aussi contre Clochette, qui défend bec et ongle Peter. Donc droit dans les yeux, elle lui dit qu'elle ne croit pas en l'existence des fées. Cri, stupeur, zoom avant sur les bouches grandes ouvertes de la bande à Peter. On sait toutes et tous qu'à chaque fois qu'un enfant dit « Je ne crois pas aux fées », je le dis pas fort, on sait jamais, une fée meurt quelque part. Et je me suis dit, ce serait quand même bien que ça marche pour d'autres choses, genre « Je ne crois pas aux incels », hop, un de moins. Ou « Je ne crois pas au Rassemblement National », hop, un de moins. Je ne crois pas aux climato-sceptiques, etc. La liste est malheureusement très longue. Ouais, Clochette sent tout de suite les effets de ses paroles impies. Elle ne peut plus voler, elle se sent faible. Ça sent pas bon. Ouah, ça sent le boudin. De casse-couille nationale, Jeanne devient vite associée à une figure de sorcière. Elle a froidement lancé un sort mortel à Clochette, alors aimée de tous. Elle se retrouve, Jeanne, maintenant seule en forêt, à veiller sur un feu de camp. Clochette, elle, a de la fièvre, elle tousse et sa lumière risque de s'éteindre définitivement si personne n'arrive à convaincre Jeanne de l'existence des fées. Tous les enfants perdus sont aux petits soins pour Clochette, alors que Jeanne, elle, est sous la pluie, seule dans la nuit froide, à essayer de se faire un camp pour la nuit, en train de se lamenter sur son sort et de penser à sa petite famille restée à Londres. Avec quand même un petit flashback sur le moment du départ de son père et la promesse qu'il lui a fait faire de veiller sur maman et Danny. Et ce flashback a été appelé quand elle a vu, c'est un peu drôle quand on y pense, une maman oiseau protéger ses deux oisillons. Donc là, la métaphore aurait été subtile si Jeanne avait été elle-même la maman, mais là, c'est super tordu, je trouve, parce que c'est encore mettre la fillette en position d'adulte qui doit protéger sa propre mère, comme si cette mère était elle-même une enfant impuissante et innocente. Ouais. Il y a un truc qui marche pas dans cette métaphore. De nouveau, je doute fort qu'en tant qu'enfant fan de l'univers de Peter Pan, on puisse bien s'identifier aux malheurs de Jeanne, plutôt qu'à ceux de Clochette, ici pour le coup, provoqués justement par cette méchante Jeanne. Clochette qui reste un des personnages les plus emblématiques de l'univers Disney après Mickey Mouse. Donc, une pirouette scénaristique pour apprendre à Jeanne à croire un peu particulière, pour dire que ça, est très risquée quand même, puisqu'elle dévalue totalement le personnage principal de cette suite aux yeux des autres personnages, mais surtout aux yeux de nous, spectateurs et spectatrices. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur la caractérisation de Jeanne, elle a, depuis le début du film, mis des coups, elle s'est débattue, elle a construit un radeau, elle sait gérer des rations de ravitaillement et faire un feu de camp. Elle a même une coupe à la garçonne avec un carré plongeant qui laisse voir sa nuque courte. Néanmoins, les dessinateurs ont pris garde à la maintenir du côté genré féminin, surtout pour le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, où les couleurs acceptables pour une fille, c'est le rose et le violet. Donc on y va gaiement, elle porte en guise de vêtements une chemise de nuit rose et un petit gilet violet. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de féminin dans ce perso-là, pour pas trop semer le trouble dans le genre, là. Donc, résumons, pour aider Clochette, les enfants perdus doivent faire de Jeanne une croyante, parce qu'il y a vraiment un truc autour de Jésus, Peter Pan, tout ça. Et pour ça, ils doivent faire de Jeanne l'une des nôtres. On est vraiment dans la secte. L'un des nôtres. L'un des nôtres, pardon, bah oui, bien sûr. Ça nous est présenté comme une évidence, donc bon, on va faire comme si ça coulait de source. Et meilleure réplique du film, reprise à l'unisson par tous les enfants perdus. Mais c'est une fille! Oui, parce qu'une fille, ça peut pas faire un truc de garçon. Ouais, c'est connu. Il faut forcément un pénis pour ça. Pour cracher dans la main, il faut un pénis.
Donc vraiment, on est sur une succession de logiques imparables, des trucs typiques de garçons comme donc interdit aux filles, comme se morver dans les mains et prendre les mimines de ses petits copains bien forts, comme ça dans sa poigne virile. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire des trucs de garçons, moi aussi. Ah oui, se rouler dans la boue, là. Et le côté sombre de ces garçons perdus, c'est aussi qu'ils se régulent par la violence. Celui déguisé en nounours, là, qui s'appelle le frisé, Peter lui dit de la mettre en sourdine quand il éclate en sanglots parce qu'il est triste de l'état de la fée Clochette. Et quand le même garçonnet prend sa massue pour aller forcer Jeanne à y croire, c'est une citation, Peter l'interrompt en lui tapant justement sur la tête avec ladite massue. Yes, l'éducation par la violence et la suppression des émotions saines. Sans compter la grossophobie cristallisée évidemment autour de ce personnage, qui est le seul à avoir une voix si agaçante, et qui est celui qui a le plus de réactions disproportionnées en termes d'émotions. Donc là, on y va dans un bon petit gloubi-boulga bien horrible autour de ce perso. En fait, c'est ok s'il est triste du malheur de la fée Clochette. Ouais. C'est pas ok qu'il veuille aller taper Jeanne pour la forcer à croire à l'existence des fées, par contre. Pendant ce temps, Jeanne se retrouve nez à nez avec le bon Crochet qui fait semblant de pleurer seul au milieu des bois parce qu'il souhaiterait rentrer auprès de sa douce et chère maman. Il ouvre à ce moment un médaillon en or dans lequel on peut admirer le portrait de la dite maman, soit la copie conforme du capitaine Crochet, en robe avec du rouge à lèvres, une moustache, un chignon et un crochet à la place de la main. Comment ridiculiser les personnes trans en 10 secondes, ni vu ni connu, un guide pour les 6-8 ans. Crochet sort alors à Jeanne un mytho digne des plus grands manipulateurs. Il ne peut sortir de cet horrible endroit que serait le pays imaginaire, parce que ces hommes, les pirates, se mutineraient s'ils tentaient de partir sans remettre la main sur le fameux trésor qui a été volé, on le rappelle, par Peter. Le voilà donc coincé dans cet horrible endroit, mais en fait, comme elle, quoi. Dingue, hein, les coïncidences, quoi. J'y crois pas. Il est, comme Jeanne, coincé sur le pays imaginaire. C'est fou. La vie est bien faite. Et il se trouvait là comme par hasard. Donc malin le lynx, l'astuce fonctionne sur la petite qui pense être dans le même bateau que lui. Ah oui, et puis la blague est faite exprès. Le même bateau, parce qu'on va prendre un bateau. Il saute alors sur le case, le bon bougre, il lui offre le voyage de retour sur son bateau, justement, si elle est capable de lui ramener son trésor. Seule condition qu'impose Jeanne, il ne doit jamais faire de mal à Peter Pan. Bah, of course not, lui, il ferait jamais de mal à Peter. Il s'exclame à ce moment-là « Splendide, splendide !» pour ponctuer ses mensonges, et c'est un Sarouche, je crois, qui utilisait aussi cette expression dans le Monsieur de Notre-Dame. Une belle phrase de mec toxique. Elle est honnête et elle soupèse les arguments, logiquement et raisonnablement, parce que Jeanne is being Jeanne. Et c'est bien sûr sur ça que comptait Crochet. C'était encore plus facile que d'embobiner quelqu'un de crédule, finalement, puisqu'il suffisait de lui proposer des trucs logiques. Et elle fait le calcul. Et comme il lui signe un contrat et tout, elle y croit à donf. Les listes et les contrats, c'est sacré, donc il peut pas revenir sur sa parole. Elle y croit. Ça, la croyance, la foi, la confiance, il n'y a pas besoin de poussière de fée, il y a un contrat. C'est le contrat de confiance. Crochet redisparaît alors dans les feuillages, un peu comme le mème d'Homer Simpson qui se fond dans une haie de thuya. Oui, mais avec les yeux blancs qui brillent dans l'obscurité, comme Shere Khan. Encore une ressemblance entre grand méchant dandy, un peu dandy, avec des rouflaquettes et de la dentelle aux manches. C'est pas fou ça, toutes ces ressemblances. Comme toi. Oui, comme moi aujourd'hui. Oui, c'est très dandy. Toute la petite troupe à Peter part donc à la recherche de Jeanne, ce qui donne lieu à toute une série de gags visuels en mode il la cherche même dans les terriers de lapin, dans les œufs d'un oiseau, sous une flaque magiquement soulevée et dans la gueule d'un crocodile pour finir, qui n'est pas Tic Tac. Non. C'est pas le même. C'est finalement Jeanne qui retrouve les enfants perdus, comme quoi une fille aussi, ça peut avoir le sens de l'orientation. Et toc. Là-dessus, on nous fout des retrouvailles trop choupies entre Peter et Jeanne. Ils disent en même temps ô combien ils se sont cherchés partout, pile en même temps. Genre, ils sont trop connectés, quoi. Vous sentez venir le plan romantique foireux, là, comme dans toutes les suites Disney, finalement ? Et merde. On n'en a pas besoin,
Et puis c'est le retournement de veste, genre Jeanne la traîtresse et pouf, ah en fait on se retrouve, on est trop in love, ah ce rêve bleu. Ouais, souffler le chaud et le froid, ça s'appelle. Peter donc s'excuse, comme quoi un garçon aussi, hein, ça peut avoir le sens des responsabilités et le souci des autres. Il semble à ce moment sincèrement vouloir réparer sa relation avec Jeanne et l'accueillir comme l'une des leurs. Sauf que nous on sait que c'est pas sincère, que ça fait partie du plan pour sauver Clochette, donc c'est un sale move de manipulateur en fait de la part de Peter. Il lui dit même qu'elle peut lui demander n'importe quoi et pas folle la guêpe, Jeanne veut faire une chasse au trésor. Tiens. Mais du coup, ils sont deux à se manipuler l'un et l'autre, là, balle au centre, un point partout, on recommence. Se méfiant de rien, Peter accepte, il la prévient. Tu devras penser comme un garçon perdu et tu devras t'amuser comme un garçon perdu. Ça part sur une nouvelle chanson en mode marche à suivre du fun par les enfants perdus. Ils chantent à ce moment-là tous un peu faux, toujours un peu à mi-chemin entre chanter et parler. C'est insupportable. Et en résumé, donc les paroles de la chanson, c'est pour s'amuser comme les garçons perdus, faut faire tout son possible pour se salir, jamais se laver et puer du sgeg. Vraiment, on nous vend tout ça comme si c'était si chouette et si désirable. Mais on comprend bien alors les grosses ficelles scénaristiques, tout ça c'est pour la décoincer, réveiller l'enfant qui est en elle et qu'elle s'amuse au lieu de penser qu'à ses responsabilités. Et vraiment, à part ça m'a saoulée d'entendre autant de fois, c'est ce que font les garçons perdus, en mode essentialisant, gna gna gna, les garçons ça fait ça, sous-entendu les filles non. Et pendant toute cette séquence musicale de batifolage et de troubles dans le genre, Jeanne participe donc à la marche des éléphants façon Mowgli et sort de l'eau après un super plongeon, supplément grosse mèche sur le front à la Ariel, comme quoi Jeanne est sans doute non-binaire, qu'on serait même pas surprise, parce que entre Mowgli et Ariel, là... Mowgli, on en a déjà parlé, mais Ariel en tout cas est très féminin, donc là il y a vraiment un truc de... Elle est une fille, elle fait comme les garçons perdus, mais elle va d'un bord à l'autre, marche militaire, plongeon féminin, gna gna gna. Ouais. Voilà. Ouais. Jeanne la non-binaire. Revalorisons la non-binarité des personnages chez Disney, c'est un ordre. Jeanne tombe ensuite un peu au hasard sur une malle pleine de bijoux dans la grotte du Trépassé. Déjà convaincue par ces quelques secondes de chansons moches que la vie au pays imaginaire vaut bel et bien la peine d'être vécue en s'amusant, elle jette à l'eau le sifflet que Crochet lui avait donné pour le prévenir dès qu'elle trouverait le précieux trésor. Avec une petite voix over de Crochet quand même pour rappeler l'enjeu de tout ce bazar au passage. Oui, faudrait pas qu'on oublie. Hein. Bah non. Et pour cette découverte, Peter Pan la nomme la toute première fille perdue du pays imaginaire. Ça y est, c'est officiel. Il manque plus qu'un petit décret, un petit certificat pour couronner le tout. Et on se rappelle qu'au tout début du film, on apprenait de la bouche de Danny, le frère de Jeanne, que c'était le souhait secret le plus cher de Jeanne d'être la première fille perdue du pays imaginaire. Donc elle jubile, elle saute au cou de Peter. Elle a finalement vite changé d'avis quand même, hein, la pète-couille, parce que du coup... Pète-couille, oui. Guillemets, guillemets. Oui, d'accord. D'accord. J'accepte. Mais quand même. Du coup, elle veut plus rentrer au plus vite auprès de sa famille parce qu'elle a sauté une fois dans la boue avec ses nouveaux potes, les garçons perdus. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Et ça trahit totalement la psychologie de son personnage, selon moi. Et puis en fait, on comprend bien que cette suite tente d'inclure à tout prix les filles dans leur public cible. La chanson des garçons perdus se termine même sur une intégration de celles qui n'étaient pas mentionnées auparavant. C'est ce que font les garçons et c'est ce que font les filles. Et toi, on a compris de toute façon que t'aimais pas les chansons là dans ces suites. Non. T'as un truc contre les chansons. Elles se sont loupées. Du coup, cette conclusion à double voix, parce que ça donne enfin une voix à Jeanne d'ailleurs dans la chanson. Oui. Mais qui la singularise quand même à chaque fois. Au lieu de reprendre le terme épicène d'enfant perdu comme c'était le cas dans le 1, on va quand même maintenir c'est ce que font les garçons perdus, c'est ce que fait les filles perdues. C'est un peu branlant cette histoire. Ouais. Voilà. Puis il faudrait peut-être laisser un petit peu plus de temps au personnage principal pour retourner sa veste, histoire que ce soit crédible, qu'elle se soit attachée à cette nouvelle vie qui ne l'intéressait pas du tout auparavant, quoi. Oui, là on dirait juste qu'elle ne sait jamais ce qu'elle veut et qu'elle se plaint de toute façon en toutes circonstances. Elle a... Ah non, j'aime pas cette blague que t'as écrite. Elle découvre. Je l'avais vue mais je savais pas que tu me l'avais attribuée.
Merde. Donc la blague c'est, elle a ses règles ou quoi? Parce qu'elle sait jamais ce qu'elle veut. Oh mais quand même. Non, moi je voulais dire que quand même sa cagoule d'enfant perdu lui va super bien. On va pas lui retirer ça parce qu'elle a une cagoule façon petite oreille de chat ou de lynx blanc, on sait pas trop, et c'est très mignon. Oui, ouais, c'est vrai, c'est très chou. Un des garçons perdus met finalement la main sur le sifflet que Jeanne avait pourtant lancé très loin dans la mer, mais bon, passons. Et il l'utilise pour accompagner la dernière note de la chanson. Ni une ni deux, les pirates débarquent pour se saisir du trésor, parce que c'est vraiment un artefact magique, tu comprends pas. Il réapparaît, il refait surface littéralement, et à la dernière, elle a l'unique note soufflée dans le sifflet, apparition des pirates. Donc ils débarquent pour se saisir du trésor, kidnapper les enfants au passage et passer les menottes à Peter Pan. Tchac tchac. Jeanne passe ainsi pour une traîtresse devant tout le monde, que Peter accuse encore une fois de tuer Clochette à petit feu. Lui aussi, il a une capacité à retourner sa veste à la vitesse de la lumière, ça m'énerve. Alors que les pirates embarquent tous les enfants, Jeanne se sauve et se précipite déjà auprès de Clochette. Elle arrive trop tard puisque la petite fée est déjà toute palichonne et toute inerte. Petite musique triste et tout, histoire de bien chalax dans les chaumières. Et la magie de Disney opère alors. Les pleurs et les regrets de Jeanne font revenir à la vie la mini sexy baby qui tourbillonne de nouveau sur elle-même au milieu des paillettes. Clochette aussi retourne sa veste, comme quoi ils sont tous soupolés dans cette suite, et aime désormais de tout son cœur la fillette qui a failli la... Sur le bateau de pirates, Peter passe l'épreuve de la planche, comme Wendy dans le 1. Oui, une inversion des rôles genrés. Et il est sauvé in extremis par Jeanne sous les rires de tous les pirates qui se moquent du fait d'être ainsi menacé par une petite fille. La badass que l'on connaît ne se laisse pas démonter pourtant et elle délivre d'un coup d'un seul et avec l'aide de Clochette, sa nouvelle meilleure amie, je serai là toujours pour toi, tous les garçons perdus. Pour le coup, il faut souligner le joli renversement de situation par rapport au 1 où seul Peter Pan pouvait faire face et tenir tête au capitaine Crochet et à son équipage. C'est même Jeanne qui a cette fois le droit à une petite séquence revisitée du combat à l'épée au sommet de la grande voile du bateau, la classe à Dallas. Les enfants perdus se battent contre le reste des pirates en mode full quart d'heure cartoon avec moult lance-pierres, chute idiote. Les enfants jettent aux lance-pierres en fait des diams et les pirates, parce que dans Pirates il y a Pi, se jettent eux-mêmes à l'eau pour récupérer les pierres précieuses. Mouche est relégué sur une barque, prêt à fuir, par Clochette, tandis que Jeanne s'approche de Crochet, qui se relève, les yeux injectés de sang, en lui criant dans un beau retournement de réplique « Je commence à en avoir assez de vos enfantillages !» Et hop, la boucle est bouclée, le crochet est crocheté, et c'est fini. Non. Puisqu'elle croit maintenant en la foi, la confiance et la poussière de fée, on le répète encore une fois, Jeanne réussit enfin à voler, ce qui lui permet de libérer Peter. Le coup de maître est ainsi réservé à Peter Pan. Ouais, c'est lui l'homme de la situation, faut pas exagérer non plus. Qui se charge d'éliminer définitivement Crochet du tableau en lui balançant l'ancre du bateau en pleine face. Fin de combat classique, Crochet finit à l'eau et tombe nez à nez avec son pire ennemi, ici le Kraken couleur visage de Trump, si peu charismatique. On nous refoule la même fin entre le capitaine Crochet, son équipage et la vilaine bébête qui les poursuit au rythme d'un tic-tac, alors qu'il n'y a plus de tic-tac, bof, j'ai qu'un mot à dire, décevant. Jeanne par contre est triomphante, elle est acclamée par tous ses petits copains de la bande des enfants perdus. Retournement de veste. Elle se joint enfin à leur poignée de main pleine de bave. Trop la chance, moi aussi. Mais maintenant qu'elle peut voler, elle peut théoriquement rentrer chez elle. On pourrait croire alors qu'elle hésite, maintenant qu'elle a compris que la vie est plus fun quand on se roule dans la boue, qu'on pète et qu'on rote. Mais non, son instinct maternel la rappelle toutefois auprès de son jeune frère, et elle se réjouit. Maintenant, j'ai de merveilleuses histoires à lui raconter, elles seront toutes sur Peter Pan et les garçons perdus. Trop la chance. On se souvient à ce moment que dans le 1, Peter Pan reprochait, entre autres, dans sa longue liste de choses qu'il reproche aux filles, d'être trop bavarde, sauf quand elle raconte des histoires dans lesquelles il est le héros. Beau message à véhiculer dans un dessin animé pour enfants. Ça doit bien aider les femmes après à se sentir à l'aise au moment de prendre la parole en public,
de leur rabâcher les oreilles toute l'enfance qu'elles sont trop bavardes. Surtout qu'il faudrait pas que les filles deviennent des femmes avec un sens des responsabilités, hein. Il vaut mieux leur enseigner, voire leur inculquer à tout prix qu'il vaut mieux croire aux contes de fées, et si possible avec quelques plans yeux doux qui papillonnent envers Peter, histoire qu'on ne puisse pas croire que l'amitié fille-garçon est une possibilité. Peter Pan appelle maintenant Jeanne Mademoiselle, Burke vraiment, et il lui propose de l'escorter jusqu'à Londres. Un vrai gentleman. Mais oui, un vrai gentleman. On comprend que Jeanne en pince quand même un peu pour le séduisant, ou plutôt le séducteur Peter, comme sa mère avant elle, vraiment, telle mère, telle fille. Au retour à la maison, Jeanne se réveille sur le bord de la fenêtre, comme Wendy enfant dans le premier opus, mais en faisant cette fois un gros câlinou à sa poupée Peter. Peter poupée, poupée Pan. Bon, il y a un truc à faire. Pooper Pan. Non, là c'est autre chose. Pooper Pan. Donc tout ça pour conserver finalement l'idée du rêve, hein, on l'aura compris, ou du moins de continuer à jouer sur cette frontière entre imaginaire et réalité. Alors que Jeanne se rue déjà sur son petit frère pour lui raconter toutes ses aventures, on assiste aux retrouvailles entre Wendy et Peter. « Tu as changé ?» que lui dit Peter. « Pas vraiment, pas dans mon cœur. » On dirait vraiment de vieux ex qui se revoient pour la première fois, c'est un poil cringe. Ouais, surtout que bon, ça n'efface pas la différence d'âge, et ça, les scénaristes auront beau se contorsionner dans tous les sens, qu'un mec soit le crush d'une maman et de sa fille, ça restera toujours... Wendy aura beau promettre à Peter Pan qu'elle n'a pas vraiment changé, le tout devant une fenêtre ouverte avec des rideaux violets. Ah, attention, c'est ce que ça veut dire le violet. L'enfant queer qu'il est remarque immédiatement son changement. Peter et Clochette sont finalement quand même heureux de revoir cette bonne vieille branche qu'est Wendy. Idée qui tombe n'empêche complètement à plat si on se place dans la logique de la fable de Peter Pan. Alors que Jeanne soupire « Ah, je croirais toujours en toi, Peter Pan !» le regard perdu dans le vide, Papounet et Édouard rentrent de la guerre. Tout cela donne un peu un sentiment de temporalité très vague à tout le film. Est-ce que le temps s'écoule plus vite dans le pays imaginaire ? Mais en même temps, non, parce que c'est qu'à l'échelle d'une seule nuit à Londres, enfin, on comprend pas vraiment. Et en même temps, ce retour un peu brusquement amené par le film était quand même annoncé par l'affiche de propagande Bring Them Home, qui était derrière Wendy, et qui fonctionnait un peu comme un effet de vrai, particulièrement tragique, puisque là, l'affiche de propagande rattache la fiction au contexte historique qui lui sert de cadre, mais aussi comme un effet d'annonce de fin heureuse anticipée. Donc, puisque le père est là, justement, immédiatement après, brought home. Conclusion des aventures de Peter Pan sur son retour avec sa fidèle Clochette auprès de lui, chez nous, donc chez eux. Ah oui, chacun chez soi et les hétéros seront bien gardés. Faut pas déconner. Mentionnant encore juste peut-être le générique de fin avec ses dessins naïfs à effet un peu crayon à papier, gouache et crayon pastel, on aurait presque préféré ça à la patte graphique de ce second opus. Fin. Ça aurait été chouette, hein, tout un dessin avec vraiment un effet dessin d'enfant assumé. Ouais. Oh, pourquoi je ne vois pas ce qu'il voit? Pourquoi je ne crois pas ce qu'il croit? Pourquoi? C'est le moment de quitter le pays imaginaire avec notre 4e segment. Elles se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On y pèse la pertinence d'une lecture féministe, gender et queer de ce film. En clair, avait-on raison de suivre ce bon Peter jusqu'au bout de l'aventure? Ou est-ce qu'on prend tous la planche? Ah. Ça rigole moins là, hein. Donc confronter un enfant aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale était plutôt osé pour un long métrage signé Disney, et il ne tombe à aucun moment dans la mièvrerie. Même la traversée des patrouilles d'aviation et l'enlèvement de Jeanne par les pirates se révèlent assez convaincantes. Très vite, par contre, le scénario se recentre sur la même intrigue que Peter Pan 1, juste en interchangeant Wendy par sa fille. Jeanne est un enfant qui a mûri trop vite et a préféré oublier les histoires de Peter Pan pour se concentrer sur la réalité de son monde et de la guerre qui les menace. C'est le seul membre de sa famille à ne plus croire en Peter Pan, mais ça se comprend quand on se met à sa place et que l'on regarde tout ce qui se passe autour d'elle.
Dans le premier opus, toutes les femmes du monde imaginaire, déjà fortement en minorité, se montrent terriblement jalouses de Wendy, violente et cruelle. C'est le cas de Clochette, on l'a déjà mentionné, qui n'hésite pas à convaincre les enfants perdus d'attaquer Wendy à son arrivée au pays imaginaire et qui n'hésite pas une seconde à trahir Peter auprès de Crochet par simple espoir qu'il kidnappe Wendy. C'est aussi le cas des sirènes qui ne supportent même pas sa présence auprès de Peter Pan et essaient de la noyer sous les yeux de Peter, hilar. Lily la tigresse, fille du grand chef de la tribu des peaux rouges, on met tout ça avec des énormes guillemets, vous le savez, semble seule tolérer la présence de Wendy. Et en même temps, elle ne parle pas, donc bon, difficile aussi de prêter au personnage des intentions et une psychologie, ce qui fait partie du problème. Donc, représentation problématique qui concerne seulement le 1, mais on va quand même la mentionner par souci d'intersectionnalité. Dans les classiques Disney, à l'accent étranger qui racialise et exclut les personnages de la norme états-unienne ou française, plutôt dans notre cas, s'ajoute aussi parfois, pour plus de fun bien sûr, une maîtrise approximative de l'anglais à l'image de la tribu native dans Peter Pan 1 et leur grammaire approximative et leur un peu cri, je sais plus, aou à tout moment. C'est ao. Ao. Parce qu'il y a tout le jeu de mots avec « et pourquoi il dit ao ?» et « pourquoi il a dit pourquoi ao ?» Donc avec les aventures de Peter Pan en 1953, on voit arriver les premiers personnages non blancs dans l'imaginaire Disney. En dépit d'une très courte apparition, la tribu native incarne spontanément les ennemis du héros et de sa bande. Pourquoi ? On ne nous explique la raison à aucun moment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils font la guéguerre pour s'amuser, entre enfants et indiens, comme ils les appellent, normalement, mais que quand Crochet capture la princesse Lily la tigresse, déjà ce nom tellement problématique dans son association d'une féminité sauvage à un tigre, le chef de la tribu voit rouge, littéralement, et menace quand même tout ce beau petit monde des enfants perdus. À cette époque, donc en 1953, le code Hays n'interdit pas la présence de protagonistes non blancs à l'écran, ni n'impose de les représenter exclusivement comme des méchants ou des criminels. Donc l'exclusion chez Disney des figures non blanches, puis leur stigmatisation dans des rôles d'antagonistes ou des rôles diaboliques s'exprime comme un choix artistique et idéologique volontaire. Disney code d'abord les méchants racialisés par leur altérité visible et déviante de la norme rassurante. On ne voit par exemple jamais les yeux des membres de cette tribu native cachés sous des cheveux très longs et très noirs, et ils ont également des très grands nez crochus. Et leurs coiffes et leurs emblèmes sont portés indifféremment par les personnages blancs de la tribu des enfants perdus, comme si l'appropriation culturelle n'était pas un problème. Say note. De plus, les équipes créatives sur Peter Pan 1 caricaturent la peau rouge de la tribu native avec une teinte rouge très artificielle, reproduisant à nouveau volontairement des représentations racistes. Peut-être faut-il voir là, dans leur disparition totale du 2, une sorte de réponse aux critiques soulevées par cette représentation maladroite et éminemment raciste. Revenons à nos histoires de femmes, comme dirait Mouche. Le second opus, en introduisant un personnage principal féminin uniquement et pas en tant que sœur maternante des petits garçons ou de ses petits frères, renverse heureusement la vapeur et tend vers plus d'inclusivité. Mais, et c'est un mais écrit en majuscule ici dans le script de cet épisode, donc on ne rigole pas là-dessus, Jeanne, comme sa mère Wendy avant elle, fonctionne encore beaucoup dans le récit comme un love interest de Peter Pan. Toutes les aventures qu'elle vive au pays imaginaire sont déterminées par lui, par ses choix, ses préférences, ses envies d'aventure, ses relations avec les autres habitants du pays imaginaire. Wendy est amenée par Peter Pan, qui fait bien vite d'elle une maman pour les garçons perdus. Bon vieux déterminisme biologique quand tu nous tiens, hein. Et dans le 2, Jeanne est emmenée de force par Crochet pour servir de monnaie d'échange avec Peter Pan, et on comprend bien vite entre les lignes, mais des lignes aussi grosses comme des poutrelles de 15, que Jeanne voudrait être un membre à part du club des enfants perdus, mais on l'a vu avec Wendy, une femme ne peut rejoindre ce club très sélect que si elle accepte de devenir leur daronne et de se vouer corps et âme à ce joyeux petit monde de mascus crado mal éduqués. Une femme, c'est avant tout un ventre, des bras tout doux pour faire des câlins et une voix douce pour cajoler, c'est bien connu. La séparation spatiale entre Londres, que l'on pourrait voir comme un espace hétéronormé, donc celui de la famille, du devoir familial, du sérieux, et le pays imaginaire que l'on pourrait voir comme un espace queer, puisque celui-ci, c'est celui de tous les possibles, du jeu, de la découverte de soi.
Cette séparation est donc représentée par un double, triple, voire quadruple arc-en-ciel dans le premier opus. Ce monde queer, le pays imaginaire, représente une parenthèse enchantée pour Jeanne comme pour Wendy, un lieu d'expression d'une certaine liberté et d'une franche immaturité. C'est là que Jeanne apprend enfin à s'amuser, qu'elle chante, qu'elle vole, qu'elle apprend à être un enfant comme les autres. Peter ne fait que répéter qu'à Londres, les adultes ne savent pas s'amuser. Et comme c'était déjà le cas dans le livre de la jungle 2, le monde queer est présenté comme un espace potentiellement dangereux auquel il est préférable de ne pas accéder et auquel il est difficile d'échapper une fois pénétré. Là où le père adoptif de Mowgli lui interdisait de franchir la rivière, séparant le village humain de la jungle qui représentait une parenthèse enchantée où Mowgli pouvait laisser libre cours à son amour incestueux pour un parent de même sexe, foncez écouter l'épisode 6 pour comprendre de quoi on parle. Dans Peter Pan 1, c'est le père de Wendy qui s'affole et souhaite prévenir la police lorsqu'il imagine que sa fille pourrait vraiment rejoindre Peter Pan et se laisser pervertir par lui. Quitter ces espaces queer marque dans les deux cas la fin de l'enfance, l'entrée dans l'âge adulte et surtout dans l'hétéronormativité. Face à Wendy, Monsieur Darlin s'oppose fermement aux histoires, entre parenthèses queer, de Peter Pan, car sa fille doit grandir. Il lui impose aussi, dans un même long reproche, de ne plus partager la même chambre que ses jeunes frères. Donc on voit qu'il y a vraiment une séparation des hommes et des femmes. Au pays imaginaire, chaque fois que Wendy, puis Jeanne après elle, résistent à Peter Pan, c'est parce qu'elles souhaitent rentrer au pays, entre parenthèses, hétéronormé. Et l'arc-en-ciel qui accueillait Wendy et ses frères au-dessus du pays imaginaire disparaît d'ailleurs quand les personnages font le chemin inverse. Dès son retour à Londres, en effet, Wendy se vante auprès de son père d'être prête. Prête à grandir, à occuper une autre chambre que celle de ses deux frères et à rentrer, sous-entendu bien sûr, dans le cadre hétéronormé. Ouais. Au début du deuxième opus, la transition entre l'enfance queer et l'âge adulte hétéronormé est confirmée. Wendy réaffirme donc qu'elle croit toujours en Peter Pan, même si elle a quitté l'enfance pour devenir maman, mais la transition entre l'enfance et la vie d'adulte hétéronormé prend effet, on le voit, immédiatement, et on nous invite plutôt à découvrir sa fille pour suivre d'autres aventures. Contrairement au 1 qui reste quand même très tradi et forcément tributaire des représentations de son époque, ce second opus nous propose finalement une transgression aux normes de genre, puisque c'est Jeanne qui sauve triomphalement, et avec l'aide de Clochette, Peter Pan et tous ses petits copains dans un remake de la scène de combat finale du 1. C'est d'ailleurs cette belle et rare dans les productions destinées aux enfants du début des années 2000 démonstration de courage et de force au féminin qui lui vaut de rejoindre officiellement le club des enfants perdus et donc de se prêter à tous leurs élans d'homosociabilité, c'est-à-dire se cracher dans la main, dormir ensemble collés serrés, parler fort et crier, se rouler dans la boue, etc. Mais, et c'est ce qui me dérange dans le traitement de ce personnage féminin, c'est qu'on le tire un peu plus du côté du masculin que la damsel en détresse qui était peut-être plus Wendy, et ce pour inviter un public féminin, on l'aura compris, à lui aussi rêver d'aventure avec un grand A et surtout à dépenser de l'argent en produits dérivés made in Disney, pas folle la guêpe, mais sans pour autant se départir d'une romance hétérosexuelle à deux balles développée à la va-vite. Comme si un garçon et une fille, s'ils s'apprécient, doivent forcément être pris dans des rapports de séduction et tiraillés par des sentiments amoureux, alors qu'on parle d'une enfant de genre 10 ans et d'un garçon qui ne vieillit pas... Bof, pas ouf, peut mieux faire. 0 sur 10. Et l'iconique fée Clochette, me direz-vous ? L'idée de base pour la fée Clochette a été, dès le début de la production de Peter Pan 1, de la représenter comme un personnage bien visible et non comme un point lumineux, comme c'est le cas dans la pièce de Barry. C'est quand même le sidekick de Peter Pan, son acolyte d'aventure, sur lequel il peut compter en tout temps. Chez Disney, elle devient donc une jeune femme très séduisante, coquette, qui, au lieu de se montrer discrète comme dans l'œuvre originale de Barry, s'affiche avec un caractère bien trempé dans le dessin animé. Attends Walter, on n'a pas trop d'idées pour la fête Clochette. Comment on pourrait la représenter pour qu'elle fasse vraiment partie intégrante de l'œuvre et du film ? Ah, Eureka, des énormes tchouches, une chevelure peroxydée, des yeux bleus, du rouge à lèvres, des hanches bien larges et hop, ça fera l'affaire. C'est pour des enfants, Walter. Quand vous n'êtes pas sûr de comment représenter un personnage féminin, c'est toujours bien de le sexualiser pleine balle. C'est l'actrice d'ailleurs, danseuse et mannequin Margaret Carey qui a tourné les prises de vue de référence, donc qui a servi de modèle réel pour la fée Clochette.
Avec son physique de pin-up, elle a notamment été la doublure caméra pour Elizabeth Taylor et a remporté dans les années 50 le titre de la plus belle paire de jambes du monde, rien que ça. Et on prête dans le film quand même à la plus belle paire de jambes du monde, justement des complexes de tour de taille dans la fameuse scène d'introduction du personnage de Clochette, où elle se découvre pour la première fois dans le reflet d'un miroir. Ah, les dictates de la beauté offerts aux femmes dès le biberon. Disney, où les rêves deviennent réalité. Petite musique poussière de fée là-dessus. Oui. Mais on se souvient du tour de hanche. Et combien de fois? Tu l'as déjà fait, toi, ou pas? Parce que moi, j'arrêtais pas de me le faire après que Clochette l'avait fait. C'est vrai. Je me disais, ah ouais, c'est vrai, il faut se tenir les cuisses comme ça entre les mains et on voit quelle taille fait son popotin. Oh, l'enfer. On plane de liane en liane, on ne sent pas la pivoine. On déborde comme des fous, des gros pâtés de gadou. Pour finir de plus belle, une glace à l'eau de vaisselle. C'est ce que font les garçons perdus. Merci d'avoir écouté ce 8e épisode Il était une suite, consacré aux aventures de Peter Pan et à sa suite. Si cet épisode vous a fait rêver, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le commenter et à nous laisser un petit message. Vous pouvez aussi venir nous retrouver sur le compte Instagram du podcast @ilétait-une-suite_podcast. Il y a des points entre chaque mot. On y répond toujours avec enthousiasme à vos petits mots et on y poste des extraits vidéo et des indices à propos de l'épisode suivant. On vole déjà tel de petits points lumineux vers le 9e épisode, bientôt le seuil des 10 épisodes, à part ça. Youhou! À très vite, ciao! Ciao!